Quand les parents de Teddy m'ont fait confiance pour l'amener au plus haut niveau, je leur ai dit voilà, il sera champion olympique. Il n'y a pas grand-chose d'inné. Le talent n'est rien sans le travail et sans la répétition. Donc quand on n'a rien, finalement, avec du travail et de la répétition, on arrive à beaucoup. Tout est possible. À partir du moment où on en rêve, avec la démarche de progrès, on arrive à faire des choses incroyables. Nos adversaires, nos concurrents dans le monde de l'entreprise sont nos meilleurs coachs parce qu'ils nous rentrent dedans, ils nous mettent au pied du mur et c'est là qu'on rebondit et on devient meilleur. La chance arrive toujours. Si le projet est constamment dans la tête, si on est présent, si on est sur le pont, quand la chance va passer, on va la saisir. Après, il y a la prise de risque. Et si on ne prend pas de risque, si on est toujours entre deux eaux, il n'y a pas de performance. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut décider, que ça plaise ou non. Salut Benoît. Bonjour. J'espère que tu es en pleine forme. On essaye de s'entretenir au quotidien. Magnifique, superbe. En parlant de s'entretenir, en parlant de forme, je pense qu'on est dans le thème ici. Très content de t'avoir ici. Je vais rapidement me présenter comme à mon habitude. Et puis ensuite, je vais directement démarrer sur ton parcours, ton histoire et plein d'éléments qu'on va voir dans cet épisode qui, je pense, vont apporter beaucoup de valeur à nos auditeurs. Tu as été champion d'Europe de judo et champion du monde par équipe. Tu as été entraîneur national de 1997 à 2012 et obtenu les meilleurs résultats juniors de l'histoire avec 4 titres de champion du monde individuel. Parmi tes poulains, les personnes que tu as pu accompagner également, il y avait notamment Teddy Riner, que tu as suivi depuis ses 14 ans en 2003 jusqu'en 2012. Tu as aussi été directeur des équipes de France olympique masculine avec 1 titre olympique, 3 titres de champion du monde, 1 titre de champion du monde des nations également. Aujourd'hui, tu mets tes incroyables compétences en préparation et tout ce qui est lié au physique, au sport et aux valeurs du sport au service de l'entreprise, de personnalités comme notamment Thierry Marx et d'autres, mais aussi pour aider au retour à l'emploi des personnes en difficulté, avec autant de succès d'ailleurs que sur les dojos. Donc on va voir comment tu as mis ça en place, quel est ce parcours qui t'a permis d'accumuler toutes ces compétences et comment celles et ceux qui nous écoutent peuvent en tirer profit pour l'implémenter dans leur vie, dans leur quotidien d'entrepreneur ou dans leur quotidien tout court. Tu viens d'un petit village de l'Aveyron où tu as des racines paysannes. C'est là que tu as découvert l'un des piliers de ta réussite réellement, le goût du travail. À quoi ressemblait ton enfance? Comment c'était au quotidien et quelles sont les valeurs que tu as inculquées à cette enfance et ta famille? Alors le monde paysan, puisque je suis fils de paysan, m'a inculqué, comme vous l'avez dit, la valeur travail. C'est l'essentiel dans un premier temps. Et puis faire beaucoup avec peu. Et c'est pour ça que dans cet environnement rural, j'ai pu m'exprimer évidemment comme tout enfant de son âge. J'ai commencé le judo à 8 ans à Montbazin, le chef-lieu du canton. Et puis petit à petit, j'ai eu quelques résultats en judo. Et je me suis dirigé vers le haut niveau beaucoup plus tard, mais en utilisant ces outils que j'avais à portée de main. Donc j'ai créé ma première salle de musculation dans le poulailler de ma grand-mère où j'ai sorti les poules pour faire une salle de muscu avec des cordes, des essieux de charrue, de charrette, pardon, et puis d'autres accessoires que j'avais autour. Et puis ça a été une vraie démarche finalement après vers le haut niveau. Et c'est cet environnement bien précis qui a été vraiment le tremplin et le levier pour la suite. Qu'est-ce qui fait que tout de suite, tu as cet amour du sport, cette volonté de t'entraîner? Tu vois, c'est pas anodin de prendre le poulailler et le transformer en salle de sport, par exemple, pour pouvoir se préparer? Alors déjà, mon père était sportif, pompier de Paris, qui s'est retrouvé ensuite agriculteur. Il a repris la ferme de ses parents. Voilà, donc le cadre était déjà posé. Il y avait un encouragement en ce sens. Et puis donc j'en profite pour le remercier. Et puis ma maman qui me suivait aussi et qui était très fière de mes petits résultats locaux de l'époque. Voilà, il y avait un encouragement mais sans pression. Et j'étais le moteur vraiment de ma carrière. Voilà, on voit souvent, même trop souvent, les parents qui poussent les enfants. Là, ça n'a pas été le cas. C'était un accompagnement plutôt intelligent. Et puis voilà, avec des prises de décision personnelles qui ont fait qu'après je suis allé à Paris pour accéder au plus haut niveau et voilà, j'ai fait des choix à un moment donné. Mais c'est cette éducation en fait qui m'a permis d'arriver où j'ai été à un moment, notamment aux Jeux Olympiques en 92 et puis en 2012 en tant que coach. Et justement, il y a quelque chose moi qui m'a marqué lorsque je regardais ton parcours, etc. C'est que tu dis que tu n'étais pas forcément doué au départ. Et tu insistes même sur ça, tu disais que tu n'avais pas forcément un talent inné ou autre.
mais ça peut paraître assez incroyable quand on voit justement tout le parcours derrière. Qu'est-ce qui fait que tu as cette prise de conscience et à quel moment finalement tu te dis je vais mettre en place les actions pour pouvoir aller chercher ce type de résultat? Alors, pas doué, c'est sûr. Pas coordonné, c'est certain. Alors c'est aussi un message à toutes celles et ceux qui pensent qu'ils sont pas faits pour quelque chose, ou pas faits pour la performance, ou pas faits pour travailler dans tel ou tel domaine. C'est pas vrai. Et j'aime bien justement en parler parce que c'est le meilleur exemple qui dit à tout le monde que tout est possible à partir du moment où on en a rêvé. À partir du moment où on en rêve, on sait que ça va se produire et de meilleure façon. Ça a toujours été mon cas, et parce que il y a eu de l'ambition évidemment, il y a eu du travail, et avec le travail, avec la remise en question, avec la démarche de progrès, on arrive à faire des choses incroyables. Je vois aujourd'hui des dames principalement qui, lors des team building qu'on organise en entreprise, en particulier en 2024, disent mais moi je suis nul. Donc j'entends beaucoup je suis nul, mais je suis nul, ça veut rien dire en fait. Ces gens-là sont en capacité de faire des choses assez incroyables, mais ils ne le savent pas. Et au travers de ce message, c'est dire voilà, moi je suis né fils de paysan dans une campagne, dans un village Lugan de 300 habitants. Autour de moi, c'était l'agriculture, c'était pas forcément le sport, et encore moins le sport de haut niveau. Ben, avec un peu d'inventivité, de créativité, et puis de travail, on arrive toujours à quelque chose. Complètement. Tu as utilisé le terme il y a quelques instants, performance. Pour beaucoup, performance, c'est un peu abstrait, c'est un terme parfois même galvaudé, utilisé, etc. C'est quoi la performance pour toi, qui est un acteur de la performance et qui a fait de la performance ton métier? Alors la performance, c'est d'abord être bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est un équilibre qu'on trouve dans sa vie. Et puis c'est le projet. Créer un projet, mettre en place quelque chose, un rêve, puisque lorsque je me suis engagé à 100% dans le judo, finalement, je me suis aperçu que le rêve n'était pas celui-là. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Le projet permet d'avoir de l'enthousiasme, de l'équilibre, et puis ensuite de la performance. N'oublions pas la notion de plaisir dans la performance, qui est majeure, y compris à très très haut niveau. On en reparlera aussi tout à l'heure. Ouais, on en parlait tout à l'heure justement de cette notion de plaisir que parfois on a tendance à oublier pour aller chercher de la performance, mais c'est contre-productif. Tu parlais du fait que ce talent, c'était pas forcément quelque chose d'inné ou autre, mais qu'est-ce qui a fait la différence du coup pour en arriver là où tu en es arrivé? Alors déjà, globalement, je suis convaincu du fait qu'il n'y a pas grand-chose d'inné. Le talent n'est rien sans le travail et sans la répétition. Donc quand on n'a rien, finalement, avec du travail et de la répétition, on arrive à beaucoup. Le cadre est posé. Après, lorsqu'on a du talent et qu'on est bosseur, il est certain qu'on a un atout peut-être supplémentaire. Mais pour avoir été sélectionneur des équipes de France, je peux vous dire que la démarche de progrès, la remise en question est majeure. Il n'y a rien de pire que de se reposer sur son talent ou de se reposer sur des titres passés qui ne sont qu'un boulet quelque part, parfois, pour derrière se remettre en question. Bon, un sportif de haut niveau qui est sur le podium, la première chose qui l'a dans la tête, je parle des grands sportifs, lorsqu'ils descendent du podium, c'est le projet suivant, en essayant de reconstruire quelque chose, pas en ne partant de zéro, mais en construisant quelque chose encore de meilleur qu'il a fait auparavant au travers de ses médailles. Tu viens directement de répondre à une de mes prochaines questions, justement, c'est est-ce qu'il faut mieux être talentueux ou travailleur? Finalement, j'ai baigné là-dedans, donc moi je dirais travailleur plutôt que talentueux. Encore une fois, le talent n'est rien si on ne se remet pas en question. J'ai vu tellement de jeunes arriver avec un talent incroyable, qui cassaient tout en cadet, en junior, et qui finalement derrière n'ont pas été, ne sont pas assez remis en question, se sont trop reposés sur des victoires faciles. Et finalement, ça a toujours été les besogneux qui n'étaient pas talentueux, pas doués, qui, au travers de la niaque, comme on dit dans le sport, du travail, de la remise en question, ont dépassé tous ces talents. Et là, il y a un vrai sujet dans le monde de l'entreprise où on parle beaucoup trop de talent, qui reste un potentiel, et pas assez de la cohésion peut-être, ou du travail, de la remise en question, de la démarche de progrès, pour créer de la performance d'équipe, parce que finalement, c'est la performance d'équipe qu'on recherche, en particulier en entreprise, mais dans le sport aussi, puisque en discipline, par exemple, comme le judo, qui est très individuel,
C'est un sport d'équipe, c'est un grand sport d'équipe, sachant que ce sont nos partenaires d'entraînement qui nous font progresser et que ce sont eux qui veulent aller chercher notre place. Ils sont nos meilleurs coachs, nos meilleurs adversaires sûrement, mais aussi nos meilleurs équipiers. Ce sont nos partenaires finalement. Et justement, toi qui as accompagné de nombreuses personnes, des champions comme Teddy Riner par exemple, je citais tout à l'heure, est-ce que tu as identifié des points clés qui ont fait la différence, en plus du travail, en plus du talent, pour des personnes qui, comme lui, ont un palmarès juste hors du commun? Alors, c'est essayer de capter autour de soi ce qui est bon pour soi. Alors, le sport de haut niveau est assez égocentrique, on s'entraîne pour soi avant tout. On est dans une démarche individuelle, personnelle, et pour évoluer, pour progresser, pour performer, il faut essayer de capter tous les petits ingrédients autour de soi, être assez curieux parfois, aller chercher auprès de ses adversaires ce qui est bon pour soi, ce qui peut nous faire progresser. C'est pour ça que je dis toujours, nos adversaires, nos concurrents dans le monde de l'entreprise sont nos meilleurs coachs. Il ne faut pas dénigrer les concurrents, au contraire, ce sont nos meilleurs amis parce qu'ils nous rentrent dedans, ils nous mettent au pied du mur et c'est là qu'on rebondit et on devient meilleur. Donc ces grands champions ont cette démarche-là, démarche de progrès, et qui vont chercher auprès des gens qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, des choses qui sont bonnes pour eux. Complètement. Et si j'en reviens à ton parcours, pour suivre la ligne du temps, qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que tu l'évoquais, rien ne te prédestinait au judo, au sport ou encore au sport de haut niveau? Rien du tout. Qu'est-ce qui fait que tu es resté quand même persévérant, travailleur dans cette discipline et tu es tombé amoureux finalement d'abord de ce sport et puis finalement de cette philosophie de vie? C'est le projet, c'est l'objectif, Okay. C'est la ténacité. J'ai toujours mis en place des projets et j'ai jamais rien lâché avant d'y arriver. D'accord. Donc, sauf en 1991, je suis passé à autre chose. J'étais amoureux du judo, oui, mais j'avais un amour encore plus fort. C'était celui de devenir pilote. Et je l'ai réalisé finalement. Voilà. Mais c'est le projet en fait et la volonté d'y arriver ou de tout donner pour y arriver, parce souvent on décrit des objectifs dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Bien sûr. Mais il n'y a rien de pire que de se voir sur le podium avant d'avoir mis les choses en place pour y arriver. Je prends un exemple. À l'époque, lorsque je combattais, je faisais attention à ne pas penser au résultat. Je sais que lorsqu'on pense au résultat avant un combat, on a perdu. Par contre, lorsqu'on pense à comment on va gagner le combat, revoir ce qui nous permet de performer, là, ça fonctionne très bien. Mais il n'y a rien de pire que de voir le résultat avant l'heure. Donc voilà, c'est cette démarche-là. Pour le monde de l'entreprise, je pense que c'est la même chose. L'objectif est affiché, c'est très bien. Mais par contre, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver? Et c'est un combat tous les jours. C'est vraiment ce volet-là, cette concentration-là qu'il faut avoir au quotidien pour essayer d'atteindre les objectifs. Et pour ma part, j'ai essayé de donner le maximum à chaque fois. Et parfois même trop, parce que je ne m'octroyais pas de moment de récupération, ce qui n'était pas une bonne chose. Ça, c'est très intéressant finalement, toi qui es un professionnel de la performance. Souvent, j'entends que le repos fait partie de la performance. Avec tout ce recul, toutes ces années, tu confirmes donc? Je le confirme et je l'ai subi directement dans les années 90. Beaucoup de volume d'entraînement. Un entraînement un petit peu mathématique aussi, en disant si je fais 10 heures, je serai champion au niveau national. Si je fais 11 heures, au niveau international. Donc, ce n'est pas du tout mathématique. Ce qu'il faut, c'est éviter le surentraînement. On parle beaucoup dans le monde de l'entreprise de prendre de la hauteur, la mise au vert, entre guillemets, avoir une fraîcheur mentale. Oui, pour innover, il est certain qu'il faut avoir une fraîcheur mentale. Dans le sport, pour avoir de la lucidité et de la vigilance, il faut aussi avoir de la fraîcheur mentale. Mais parfois, il faut sortir du cadre pour déconnecter, pour voir autre chose. Alors, c'est difficile parce qu'on culpabilise de ça. On est constamment dans la performance. Et la déconnexion permet de rebondir d'autant plus derrière. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser de ça. Ça fait partie de la performance. Il faut en tenir compte. Et puis, s'autoriser à le faire, surtout. Complètement. Je reviens sur ton parcours. Il y a ensuite, donc, tu continues le judo, il y a les premières médailles, mais il y a surtout un premier déclic.
avec la rencontre d'un grand nom du judo, Raymond Saquet. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il repère chez toi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors oui, ça a été une rencontre à Villefranche-de-Rouergue, je me rappelle, entre mes parents, ma maman, qui me suivait partout et qui était très fière de ce que je faisais, avec ce monsieur, un caractère fort et puis une personne qui était un petit peu aussi dans la ténacité et qui a dit amenez-les-moi, je vais en faire quelque chose de votre fils. Alors là, on est sur de la prise de risque quand même, sur une promesse qui sera pas forcément tenue. Et puis finalement, il a eu raison. Il avait dit aussi, votre fils fera un jour les Jeux Olympiques, et ça a été le cas. Donc la prise de risque est un élément essentiel dans la confiance qu'on peut avoir en une personne ou des personnes entre elles. Donc il faut essayer parfois de se risquer à des objectifs qui sont pas forcément ou qui sont tout à fait décalés à un moment donné, qui sont pas dans un autre moment. Voilà, ça a démarré là-dessus. Et puis après, il y a eu une décision à prendre sur l'établissement scolaire Villefranche-Rodez. Et puis du fait de cette rencontre-là, ça a été Rodez parce qu'il y avait aussi un vivier de partenaires importants, parce qu'il y avait de la concurrence, parce qu'il y avait des adversaires qui étaient plus forts que moi. Voilà, l'adversaire est un partenaire, encore une fois. Ouais. Et ça a été, oui, un déclic jusqu'à un certain niveau. Et puis après, il a fallu prendre d'autres chemins. Mais ça a été un moment important avec un suivi d'une personne qui a tout donné. Hein, et je le remercie encore. Il est décédé l'an passé. Ça fait 1 an. Et donc, j'y pense souvent. J'ai eu plusieurs professeurs, Monsieur Poujol à Montbazin, Monsieur Saquet à Rodez, et puis tous les entraîneurs nationaux qui m'ont suivi à l'INSEP. Et j'ai une pensée particulière pour Raymond Saquet, effectivement, qui a été très, très engagé auprès de moi dans la performance à ce moment-là. C'est quoi la définition pour toi justement d'un bon mentor, d'un bon entraîneur, d'un bon support, soutien qui va être présent aux côtés d'un sportif, mais aussi finalement d'un entrepreneur, si on fait le parallèle, pour permettre à l'individu de créer l'environnement le plus favorable, lui permettant d'aller chercher les performances et son plein potentiel? Alors, c'est un soutien dans la matière, dans la discipline concernée, mais c'est un soutien aussi dans la vie, sur d'autres choses, avec une ouverture d'esprit relativement large par rapport au vécu de l'athlète, par rapport à ses objectifs personnels, parce qu'il y a aussi un équilibre vie perso et vie professionnelle. Et puis, en même temps, avoir une clairvoyance sur je ne prends pas tout non plus de ce qu'on me dit, sans tout analyser, sans tout juger. Il faut prendre et parfois laisser aussi. Je rebondis sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Tu disais l'adversaire est un partenaire. Est-ce que tu penses que ce concept-là peut être parfaitement répliqué au monde de l'entreprise avec l'expérience que tu as aussi dans ce monde-là désormais, où on pourrait le traduire par le concurrent peut être finalement un tremplin ou un levier ou un challenge pour avancer? Alors, c'est déjà le cas. Si je prends l'histoire de Essilor avec Xavier Fontanet à l'époque, qui était en concurrence avec aujourd'hui son ami japonais, je crois que ça s'appelait Nakamura, ça a été la même démarche. Cette personne japonaise qui était le concurrent direct d'Essilor savait tout ce que faisait Xavier Fontanet, mais il l'a appris après parce que il observait tout ce qui était fait, et il en tirait les leçons. Ouais. On sait que les Asiatiques sont très observateurs et répliquent ou dupliquent très bien les choses, et c'est cette manière-là de juger l'adversaire comme un coach, comme un mentor, pour quelque part aussi s'obliger à bouger les lignes et puis prendre ce qui est bon aussi de lui. Et c'est la particularité des grands champions, comme Teddy Riner, par exemple. Complètement. Désormais, parlons aussi de ta carrière de judoka de haut niveau. Tu as un deuxième déclic lorsque tu es au championnat de France en 1981. Tu as 16 ans à ce moment-là, donc tu t'engages vraiment dans un entraînement de haut niveau, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là que les choses sérieuses commencent pour toi, ou elles ont déjà commencé en amont? Alors, ça a été une révélation parce que j'imaginais pas du fin fond de l'Aveyron
pouvoir un jour, j'ai même 15 ans, pouvoir un jour faire un podium au niveau national. Moi, je lisais les revues fédérales et pour moi, c'était plus un rêve qu'autre chose. Mais finalement, le rêve, lorsqu'on en rêve, devient toujours réalité, voire mieux. Et ça, c'est un message important pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Ne vous privez pas de rêver. Ne vous privez pas de rêver grand parce que de toute façon, votre rêve va se produire un jour et de la meilleure façon. Voilà, donc c'était un rêve qui s'est réalisé en disant, je suis issu d'un village, je domine la France parce que je fais un podium national, je fais deuxième. Et pour moi, c'était inimaginable. Et à partir de là, je me suis dit, c'est possible d'aller encore plus loin. Donc, premier projet réalisé, deuxième projet, après, c'est l'international. Et comme dit mon ami Thierry Marx, prendre le RER, puisque j'ai pris le RER en 1985 en intégrant l'INSEP. Alors, RER, c'est rigueur, engagement, régularité. C'est le chef Marx qui cite souvent cette réplique. Voilà, donc ça a été vraiment un déclic pour le haut niveau en tout cas. Très clair. Et justement, à ce moment-là, quand on a 15 ans, 16 ans, qu'on domine la France, pour reprendre tes termes que tu viens d'employer. C'est une image, oui, tout à fait. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour garder quand même les pieds sur terre, pour pouvoir avoir cette rigueur, régularité, cet engagement et continuer à l'avoir pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de résultats et se dépasser plutôt que de se reposer sur ses lauriers, comme tu l'as évoqué tout à l'heure? Alors, petite révélation, il faut partir. Il faut partir parce que lorsqu'on a des résultats localement, on est vécu comme une star qui n'a pas lieu d'être. C'est, comme disait mon prof, c'est le borgne au pays des aveugles. Lorsque vous avez des articles de journaux d'une page alors que vous avez fait une médaille régionale ou une médaille nationale, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et puis, ça monte très vite. Ouais. Et c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et c'est là où il faut partir, dans un environnement d'un niveau supérieur où on n'est rien et où on a tout à reconstruire. Donc, il faut faire attention parce que dans les villages, dans les campagnes, lorsqu'on a ces résultats, on commence à sortir la tête de l'eau, on apparaît dans les médias pour des raisons qui ne sont pas forcément entre guillemets justifiées parce que l'objectif, c'est pas d'être champion régional. Si on veut atteindre le haut niveau, faut passer à l'étape d'après pour justement pas prendre la grosse tête. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai pris la grosse tête à ce moment-là, entre 81 et 85, parce que je pensais être le champion, alors que j'étais le borgne au pays des aveugles, parce que j'avais pas fait de résultats internationaux probants. Ou si j'en avais fait, c'est parce que ça avait été facile. Voilà, l'INSEP m'a mis les yeux en face des trous, on va dire, avec la vraie équipe de France. Ok, d'accord. J'allais justement te poser la question. Donc, l'élément qui t'a permis d'y voir plus clair et de te rendre compte que tu avais pris la grosse tête, entre guillemets, pour te remettre sur le droit chemin, c'est au moment où tu es à l'INSEP. Oui, là, je dis pas qu'on n'existe plus, mais on est en phase des meilleurs. Donc, au niveau performance, voilà, on n'est plus le maire du village. Hein. On est un élément parmi d'autres qui a tout à prouver, et c'est très bien. Complètement. Avec un environnement qui m'a assez surpris sur le plan fraternel. Les sportifs de haut niveau, quoi qu'on en dise, sont très individualistes, très égoïstes, mais se serrent les coudes. Et l'INSEP, ça a été vraiment ça, avec une solidarité entre les sportifs de la même discipline, mais aussi une solidarité entre des disciplines complètement différentes. Et c'était une aventure assez extraordinaire de ce point de vue-là. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais donc en 1990, après avoir continué cette carrière dans le judo, tu décides d'arrêter le judo. En 91, exactement. En 91, pour quelle raison? Alors, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de souffrance et pas assez de résultats. J'étais numéro 3 français, numéro 2, numéro 3, plutôt numéro 3. J'avais fait une médaille au monde militaire, j'avais fait quelques médailles sur le plan international, mais ce qui m'intéressait, c'est de passer le cap, c'est-à-dire un jour peut-être faire les Jeux. Et pour ça, il faut être numéro 1.
Et je n'étais pas numéro 1 malgré tous les efforts faits. Malgré qu'à l'INSEP, l'usine à champion, l'Institut national du sport et de l'éducation physique, à l'époque, aujourd'hui c'est la performance, on avait du sel, du poivre, des fines herbes, tout était sur place, avec un système médical, paramédical, d'accompagnement, des très bons entraîneurs, des très bons adversaires, les études sur place. Et malgré tout, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai su pourquoi après. On en reparlera, mais c'est quand même assez étonnant. Mais en fait, c'est parce que je portais pas assez le projet. Parce que peut-être j'étais dans une routine d'entraînement, de volume, mais pas de remise en question, peut-être pas assez. Et puis, je portais pas assez ce projet personnellement. Voilà, donc j'ai décidé, après réflexion, de passer à autre chose et de réaliser mes rêves. Réaliser mon rêve d'enfance qui était d'être pilote en vitesse, en sport motocycliste. Et donc, j'ai créé une écurie, une société avec une écurie. Et je me suis engagé au championnat de France à l'époque, 750, pour réaliser ce rêve en laissant de côté le judo, mais tout en pratiquant un petit peu. Voilà. Et donc là, finalement, donc, tu cumules 2 sports. Tu fais le judo d'un côté et... Pas encore. OK. L'objectif était clairement d'être pilote professionnel. OK. Le judo, c'était complètement à côté, secondaire. J'avais arrêté le projet professionnel. Et avec la bénédiction de mes entraîneurs, et là, ils ont eu l'intelligence et de mon DTN, qui était Jean-Luc Rouget à l'époque, Serge Fest et René Rambier, entraîneur. Et ils ont eu l'intelligence de m'accompagner dans ce projet-là, disant, écoute, t'as un rêve, vas-y, réalise-le. Et c'est pour ça que lorsqu'on est coach, il y a aussi un accompagnement dans l'équilibre de vie à avoir. On a parlé tout à l'heure du passage sur Rodez, le club de Rodez. Il y a eu quelque part la même démarche au niveau national. C'est pour ça que je dis j'ai eu des très bons entraîneurs et qui ont eu cette intelligence-là de m'accompagner. Et même l'équipe de France est venue me soutenir sur certaines courses où je fais un podium d'ailleurs, ce qui était assez incroyable pour moi. Donc ça veut dire que décider, c'est gagner. La prise de décision était très très intéressante de ce point de vue-là en tout cas. Et puis finalement, la saison d'après, en fin 91, oui c'était 90, fin 91, j'ai été sélectionné pour le championnat de France de judo. Par rapport à l'année d'avant, évidemment, où j'étais dans le haut niveau. Donc j'ai participé pour participer. Finalement, j'ai battu des gars que je battais jamais parce que j'avais ce recul, cette distance, et puis finalement avec la prise de risque que me donnait le sport motocycliste, le judo, finalement c'était peanuts. Voilà, donc j'ai fait deuxième, et puis ensuite je suis devenu en 92 numéro 1 français, enfin, tout en étant complètement détaché de la discipline. Voilà, j'ai récolté les fruits de mon travail à ce moment-là, en portant vraiment ce projet. C'est hyper intéressant parce que finalement, ce qu'on en conclut en tout cas, ou ce qu'on peut imaginer, c'est que tu avais beaucoup plus de recul, tu t'entraînais moins, tu avais peut-être beaucoup moins la tête dans le guidon, uniquement judo, etc. C'est exactement ça. Et tu arrives à atteindre des résultats et des scores que tu n'avais jamais atteints auparavant en étant complètement dédié, focus à ce sport, avec tout le recul et l'expérience que tu as accumulé aussi en accompagnant de grands champions. Est-ce que tu arrives à théoriser ça, expliquer ça pour celles et ceux qui nous écoutent? Oui, c'est très clair. C'est la déconnexion. À un moment donné, il faut une fraîcheur physique dans le sport et mentale pour devenir performant, c'est-à-dire innovant, bien manager ses équipes, avoir du recul, avoir de la hauteur, prendre en compte l'enjeu. Quel est l'enjeu? De vie ou de mort? Parce que souvent, lorsqu'il y a des difficultés, on augmente l'importance des difficultés. Alors, c'est pas français, hein, c'est l'être humain qui est comme ça. Et il faut toujours se poser la question, mais quel est l'enjeu? Et quand on prend de la hauteur, quelque part, il y a un petit grain de folie qui s'installe, qui nous permet de faire des choses assez incroyables. Et c'est ce qui s'est passé. Et justement, pour aller même plus loin, des fois, moi je le vois dans mon entourage proche ou moins proche, quand j'ai des gens qui sont très engagés dans du sport de haut niveau ou autre, souvent, j'ai même entendu dire que
plusieurs jours ou plusieurs semaines avant un grand championnat ou un grand enjeu. Ils vont même pas s'entraîner, ils vont vraiment se concentrer uniquement sur le repos. C'est un mythe ou c'est une réalité? C'est un mythe. Okay. Surtout dans les sports cycliques. Okay. Non, les cyclistes, les nageurs, je peux vous dire qu'ils font des heures avant les grands championnats, même à l'échauffement. D'accord. Alors, c'est une question de dosage. D'accord. Quand vous avez fait un gros volume de travail, à un moment donné, vous travaillez plus sur la qualité à l'approche de l'objectif que sur la quantité. Sauf dans les sports cycliques où là, c'est un peu différent. Sport d'endurance. Donc, pour le coup, augmenter l'intensité, c'est augmenter la difficulté, la résistance. C'est pas forcément la difficulté du volume. Et auquel cas, vous augmentez la qualité. Si vous augmentez trop la qualité et l'intensité, il y a de la casse. Il y a des blessures. C'est la même chose que les moteurs en Formule 1. À un moment donné, on augmente la performance jusqu'à la limite, en ayant un petit coussin d'air qui nous permet de dire on garde la performance, mais aussi la solidité. Voilà, donc c'est ce travail-là qui est fait, avec évidemment des périodes de récupération qui sont plus importantes. Récupération totale, niet. Okay. Il faut réviser ses gammes, il faut cultiver son jardin, mais de manière un peu différente, en prenant des moments peut-être de plaisir aussi pour déconnecter. Mais il y a toujours de la répétition, des rappels, des moments de rappel, évidemment, de toute la préparation qui a eu lieu avant. Il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure et sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Tu parles de projet, tu parles de rêve, tu parles de grands rêves, tu parles de suivre ses rêves. Et tu as évoqué aussi le fait que si tu crois à tes rêves, ils vont se réaliser. Maintenant, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que ce soit dans le domaine du sport comme l'entrepreneuriat, qu'un rêve seul ne suffit pas, tout comme une idée seule ne suffit pas à elle-même. Il faut derrière mettre en place des actions concrètes pour pouvoir aller chercher ce rêve, cette idée, cette réalisation. Toi, dans ton cas, avec cette expérience, ce recul, quels sont les différents conseils que tu donnerais à quelqu'un pour donner vie à ses rêves sans forcément, comment dirais-je, se brûler les ailes en se mettant trop de pression ou autre, mais que concrètement, elle a un plan pour pouvoir aboutir et avancer? Alors, j'ai dit que lorsqu'on en rêve, lorsqu'on rêve de quelque chose, ouais, forcément, ça va se réaliser. À partir du moment où on se donne les moyens. Ouais. Et à partir du moment où on est bien entouré. Trop de personnes disent « j'ai pas de chance, j'ai pas eu de chance ». La chance arrive toujours. Par contre, il faut être là pour la saisir. Si je prends une carrière d'athlète de haut niveau, dans une carrière, il y a de la contre-performance, des blessures, de la rééducation, de la reprise, des études, des naissances, des mariages. Et par contre, si le projet est constamment dans la tête, si on est présent, si on est sur le pont, quand la chance va passer, on va la saisir. Si on n'est pas là, on ne va pas la saisir. C'est juste ça. Ça, c'est la première chose. 2, positiver. Si on est toujours négatif, on n'aura jamais de chance, ou très peu. Les gens qui n'ont pas de chance, c'est que quelque part, on dit ne la provoque pas, mais le fait d'être négatif n'apporte pas la chance. Donc positiver. Il y a 2 façons de prendre le métro. Soit vous prenez le métro, vous dites c'est long, ça sent mauvais, c'est désagréable. Soit vous dites c'est le seul moment où je fais de l'activité physique tous les jours. Voilà, c'est un exemple, mais c'est assez parlant. Et pour réaliser son rêve, se donner les moyens, avoir un environnement choisi. Moi, j'aurais pas eu ma famille qui m'a accompagné pendant ma carrière d'entraîneur. Sandrine, Lisa, Adrien, mes enfants, qui m'ont accompagné de manière positive, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Après, il y a la prise de risque, qui tente rien à rien. Lorsqu'on prend des risques, ça vaut en politique, ça vaut dans le sport, ça vaut dans l'entreprise. Si ça marche pas, on sait pourquoi. Si ça marche, on sait pourquoi aussi. Et si on prend pas de risques, si on est toujours entre deux eaux, il n'y a pas de performance. Ça peut pas fonctionner. Et de toute façon, à un moment donné, on va pas aller jusqu'au bout. Cette prise de risque est importante. Elle est calculée, évidemment. On fait pas n'importe quoi. Mais il faut prendre des risques. Et tous les chefs d'entreprise, voire même les grands chefs d'entreprise, le savent très bien. À un moment donné, il faut faire des choix. Il faut décider que ça plaise ou non. Et je vais vous reparler tout à l'heure des décisions qui ont été prises en 2003-2004
pour ce petit groupe de jeunes dont fait partie Teddy Riner, le fait de décider, se mettre en danger, ça crée de la performance aussi. Si ça marche pas, on sait pourquoi ça n'a pas marché. Au moins ça. Et ça, c'est quand même très positif. Complètement. Et justement, la prise de risque, est-ce que il y a une méthode ou il y a une échelle pour pouvoir la mesurer, pour pas qu'elle soit non plus trop dangereuse par rapport à la situation dans laquelle on est, mais pas suffisamment dangereuse pour pouvoir aller chercher l'objectif qu'on désire aller chercher? La prise de risque, elle est pas individuelle, elle est collective. C'est-à-dire, la prise de risque se limite au risque qu'on fait prendre aux autres. C'est tout. Pour soi, il n'y a pas de limite. On peut risquer tout ce qu'on veut. Dans le bon sens. Il faut avoir du bon sens. Et puis, en même temps, ne pas faire prendre des risques aux autres. C'est surtout ça qui importe. Alors, autant dans le pilotage que dans la manière dont on pilote les entreprises. Voilà, la performance coûte que coûte, en écrasant tout le monde, c'est pas une bonne chose. C'est pas très satisfaisant. C'est pas gratifiant. La performance collective, c'est très gratifiant. Je peux vous dire que pour avoir connu la Formule 1, c'est vrai qu'on pense que les pilotes sont très individualistes et parce qu'on voit que le pilote sur le podium, on voit pas l'équipe. Le retentissement d'une victoire ou d'une médaille, enfin d'un podium, pardon, en F1, ça retentit sur toute l'usine, y compris jusqu'aux hommes et femmes de ménage. C'est tout le monde qui en bénéficie. C'est pour ça que je dis toujours aux chefs d'entreprise, sacralisez vos victoires. Vraiment, il faut les mettre en avant et c'est l'occasion de mettre en avant tout le monde. Cette victoire collective qui a été individuelle très momentanément, mais cette victoire collective, il faut vraiment la fêter parce que c'est un moment de reconnaissance, c'est aussi un moment de cohésion et c'est aussi un moment où on dit tout le monde a participé. La reconnaissance est un vrai sujet tabou parce qu'on dit souvent que les personnes ont un manque de reconnaissance, donc ont une frustration et derrière c'est l'aigreur, c'est l'agressivité, etc. On a tous besoin de reconnaissance. Même les meilleurs, même l'abbé Pierre à l'époque avait un besoin de reconnaissance. Et donc, ce besoin de reconnaissance, il est mis en valeur dans ces moments-là. Et c'est important de le faire. Complètement. Je reviens également sur ce moment où tu cumules donc le judo à côté du pilote. Comment tu fais pour mener de front justement toutes ces différentes activités où dans les deux, tu dois être à haut niveau, tu dois être présent et tu dois pouvoir créer un environnement qui te permet de performer? Alors déjà, construire une équipe, c'est devenir chef d'entreprise. Je me rappelle très bien qu'en 92, certains journalistes qui faisaient des articles à l'époque sur mon profil me disaient « Tu devrais rester concentré sur le judo. Et si tu avais été concentré sur le judo, tu aurais été peut-être champion olympique. » Aujourd'hui, avec le recul, on est en 2024. Si j'avais un choix à faire, j'aurais fait exactement le même choix. Parce que ce que m'a apporté cette expérience sur le plan entrepreneurial, c'est ce qui m'enrichit aujourd'hui. Le titre olympique, c'est du passé. Il faut lâcher la main du passé aujourd'hui, se tourner vers l'avenir. Vers l'avenir, c'est se servir du passé. C'est cette expérience-là qui me sert encore aujourd'hui. Donc finalement, les moments importants ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Ce n'est pas forcément ceux qui brillent. Donc ce double projet, je l'ai construit parce que j'avais une motivation, j'avais un projet, un rêve, un projet à construire autour de ça. Et donc j'ai tout donné. Lorsqu'on met les loisirs de côté, lorsqu'on met tous les moments inutiles, entre guillemets, de sa vie de côté, il nous reste quand même pas mal de temps. Je me rappelle très bien quand j'allais sur les circuits à Nogaro, au Castellet, à Pau-Arnos, qui est un très beau circuit, où il fallait rentrer à Paris parce que j'avais un entraînement de judo le lundi. Je roulais la nuit, j'étais à l'entraînement le lundi matin à l'INSEP. Voilà, donc ça n'a pas été compliqué. Mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de place pour le reste, effectivement. Ouais. Donc pour tous ceux qui se disent « j'ai pas le temps », en fait, c'est une question de priorité, quoi. Ah non, quand on dit j'ai pas le temps, c'est quand on ne trouve pas le temps et on veut pas le prendre surtout. C'est comme quand on dit c'est pas mon travail de le faire, alors que dans l'entraide, notamment en entreprise, on doit toujours. Et c'est peut-être celui qui est pas spécialisé dans le domaine qui va apporter la solution. Voilà, la transversalité en entreprise, j'y crois beaucoup. Donc j'ai pas le temps, c'est un peu comme c'est pas mon boulot, quoi. Ok, ouais, clairement. Question de responsabilité. Je te rejoins.
Il y a un grand tournant en 2003. Tu deviens entraîneur, justement, entraîneur national en judo. Avant qu'on en parle en détail, qu'est-ce qui fait que tu deviens entraîneur? Alors, je suis devenu entraîneur en 98. Ok. Donc, co-responsable national sur un poste qui, pour moi, ronronnait un petit peu, qui n'avait pas la dynamique, la dynamique pour aller créer des équipes performantes, préparer l'avenir, entre guillemets, pour un avenir olympique fort. Et donc, j'ai eu l'opportunité, la chance, de pouvoir construire un petit groupe en 2003-2004. On parle beaucoup de Teddy Riner, mais malheureusement, on ne parle pas beaucoup des autres. Michael Emilien, Cyril Marais, Hugo Legrand, Edwin Ovanician, Éric Dufont à l'époque. C'était un petit groupe. J'en oublie, désolé pour ceux que je n'ai pas cités. C'est ce petit groupe qui a créé la performance. En fait, c'était une performance collective. J'ai démarré avec un petit collectif à Montbazin, au judo. J'allais au club parce que j'aimais le judo, évidemment, mais bon, pas plus que ça. J'y allais pour retrouver ce collectif. J'ai créé ce collectif avec l'aval de mon N+1, qui était Stéphane Traîneau à l'époque, contre vents et marées, parce qu'à l'époque, on ne mettait pas des jeunes à l'INSEP, parce qu'ils étaient trop jeunes, ils allaient se faire casser la gueule, ils allaient se blesser. Mais par contre, on a travaillé beaucoup l'environnement et l'entourage, avec notamment Paulette Fouillé à l'époque, Elisabeth Henry aussi, Pierre Thomas, le responsable des études de l'INSEP. On a créé une cellule autour de ces jeunes pour les accompagner au mieux dans le projet, tout en ayant un groupe soudé. Un groupe soudé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans le monde de l'entreprise, on dit souvent l'esprit d'équipe, mais l'esprit d'équipe reste dans l'esprit. C'est pas pour ça qu'il y a de la cohésion. C'est un petit peu comme le talent, qui est un potentiel. Par contre, ces jeunes, on va les mettre en situation dans des moments difficiles, mais aussi dans des moments qui sont beaucoup plus faciles. Donc, le meilleur liant pour ces jeunes, ça a été le stage au Japon pendant 1 mois où ils ont saigné, bavé, mais ils se sont serrés les coudes. Et les sorties en minibus, parce que le minibus est un team building assez incroyable, pour aller à Bretigny tous les mercredis, par exemple. Alors, c'était un vrai team building au-delà du judo. Un moment sympa où on sortait de l'INSEP, une petite complicité. J'étais au volant, évidemment, j'allais réserver mon minibus, je le ramenais le lendemain. C'était du travail, mais j'y tenais. La petite anecdote, c'est que lorsqu'on est arrivé à Bretigny, au Pôle France, évidemment, il y avait des barrières pour éviter de faire passer des camions. Seules les voitures y accédaient. Puis le petit rituel, c'était j'arrêtais le minibus, et Cyril Marais et Teddy Riner montaient sur les pare-chocs pour baisser la hauteur du camion qui rentrait dans le parking. Voilà, c'était le moment rigolo que j'ai retenu, plus que l'entraînement encore là-bas. Pourquoi je les amenais là-bas? C'est pour que ça soit plus facile. Dans l'atteinte des objectifs, il y a des moments difficiles, mais il faut aussi qu'il y ait des moments faciles. Donc, donner des objectifs atteignables régulièrement pour prendre confiance, réaliser, en sport, on dirait sa technique. En entreprise, on dirait réaliser des objectifs intermédiaires. Faites-vous plaisir quelque part. Et puis ensuite, des objectifs difficiles, ils vont venir tout seuls. Donc, faut compenser les deux. Donc, ce groupe-là était formé à ce moment-là. Très observé parce que tout le monde n'était pas convaincu dans ce monde fédéral, qui était assez critique et à juste titre, d'ailleurs. Et puis, je me rappelle très bien à l'époque où ça discutait beaucoup autour de ça. Je disais à Yves Delvin, qui était le responsable à l'époque de la performance, on en tirera bien quelque chose. Et puis finalement, le retour sur investissement a été incroyable. Alors, vous avez cité les meilleurs résultats au championnat du monde junior, mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'ils ont eu les meilleurs résultats de l'histoire du judo français, mais ils ont tous eu le bac. Et c'est pour ça que la création de ce groupe, ça a été la création aussi avec leur famille, les parents, qui m'ont fait confiance pour le coup. Donc j'étais ravi, et on se voit encore pour certains. Et c'est cette confiance qui a permis d'amener ces jeunes à un certain niveau. Et puis après, ils se sont pris en main. Voilà. Mais c'est le collectif, je pense, qui les a surtout motivés. L'amitié, l'envie de se retrouver à cet âge-là. 16-17 ans. Ouais, on aime le sport, on aime le haut niveau, on aime se faire mal, mais
On aime bien se marrer et se retrouver entre potes, voire se retrouver, même si c'est des moments difficiles. Donc ça a été un vrai levier, un vrai levier de performance. Et aujourd'hui, c'est le meilleur investissement, retour sur investissement du judo français de tous les temps, puisque plus de 10 ans après, on a encore des médaillables à Paris 2024. Donc c'est incroyable. Complètement, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Et justement, tu évoquais le fait d'avoir des projets. Là, on ressent lorsque tu nous racontes l'histoire, justement, que c'était vraiment ton projet, ce groupe. C'est mon projet, mais ça a été, une abnégation assez importante parce que ma famille en a souffert. Parce que il n'y a pas de week-end. Moi, je faisais les programmes de Teddy, parce que j'étais entraîneur particulier de Teddy Riner fédéral. Et donc, j'ai faisais les programmes le dimanche après-midi. Enfin, voilà, donc au détriment de ma famille, de mes enfants. Et donc, ça a été un moment très glorifiant, mais compliqué aussi pour mon épouse, pour gérer des enfants en bas âge, etc. Je ne regrette pas, mais ça veut dire que l'environnement est important également pour la réussite. Comment justement, si on n'a pas forcément la possibilité d'avoir autour de soi tout un système avec de l'entraîneur, du coach, etc., se créer un environnement favorable à la performance individuelle, que ce soit dans le domaine du sport, mais aussi dans l'entrepreneuriat, notamment des entrepreneurs qui peut-être démarrent, des entrepreneurs en devenir, qui aujourd'hui évoluent dans leur propre environnement et qui se posent cette question et qui se rendent compte de l'importance que l'environnement a, mais que le leur ne les tire pas vers le haut. Alors ça me fait penser à des discussions que j'ai avec les jeunes des quartiers, dont certains me disent oui, mais vous savez, moi je viens d'un quartier, c'est difficile. Et en fait, je réponds, mais oui, tu as un environnement difficile, mais en fait, c'est ta plus-value. Parce que les difficultés que tu as vécues, c'est ton meilleur passeport pour réussir derrière. Tu as fait le plus difficile. Maintenant, tout va être facile, tu vas accumuler ton expérience que les autres n'ont pas connue. Alors on dit, en judo, on dit le cul dans la graisse, pour certains. Mais voilà, donc c'est un peu péjoratif, mais voilà, donc, ces difficultés-là, il faut les transformer en atouts. Tu as connu des choses un peu particulières dans ton quartier, tu as connu des difficultés. Bon, maintenant, on va t'aider, on va te trouver un emploi. Ton expérience passée plus ton expérience professionnelle, tu vas devenir à minimum chef de service. Parce que tu as connu ces difficultés qui vont te renforcer dans ta vie future. Pareil pour les migrants, pour ceux qui ont un emploi derrière, ils ont vécu des difficultés, il faut que ces difficultés soient transformées en quelque chose de positif. Pour le sport, c'est exactement la même chose. Si tout a été facile, c'est pas forcément une bonne chose. Pour l'entraîneur, c'est un peu différent, mais quoique, on trouve toujours des solutions. Vous savez, quand vous avez une salle de musculation avec tous les appareils pour tous les gestes guidés, ce qui est le cas dans toutes les salles de musculation, vous n'inventez rien. Vous subissez la machine, vous faites vos trucs, vos répétitions, mais vous ne créez rien. Il n'y a rien de pire que de subir. Et là, on subit. On fait de la muscu, mais on subit. Lorsque vous devez créer votre salle de musculation avec des essieux de charrue, avec des poulies de mobilette, avec des pneus de tracteur, des trucs, des machins, vous créez votre propre projet et c'est 10 fois plus performant à l'arrivée. Parce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Parce que vous avez créé des compétences en même temps. Donc l'environnement idéal, oui, mais pas trop quand même, parce que finalement, vous vous reposez trop dessus. Il n'y a rien de pire que ça pour ne pas progresser. Ouais. J'identifie beaucoup de positivisme aussi, peut-être même une forme de stoïcisme, plutôt que la plupart des gens, justement, ils verraient quelque chose comme négatif. Tu essaies de le tourner au positif pour avancer. Tu l'as toujours eu, ça ? J'essaye pas, c'est comme ça. Moi, je vois les choses toujours de cette manière-là. Après, il y a des choses qu'on subit. La mort, voilà, on a beau, à un moment donné, avoir fait des trucs et des machins, avoir été multimédaillé, avoir géré des entreprises du CAC 40. Face à la mort, on est, voilà. Et ça, c'est difficile à gérer. Pour le reste, il y a toujours une leçon à en tirer. Quand on parle d'échec, parce qu'on parle des choses qui fonctionnent depuis une heure, mais la performance, c'est aussi les échecs.
C'est ce qui ne marche pas. Il y a deux manières de voir l'échec. Soit on se repose sur l'échec et finalement on n'en tire pas les conséquences et finalement on n'en prend rien de l'échec. Soit on essaie de tirer les leçons de l'échec pour que quelque part ça n'arrive plus. Je vais vous donner un exemple très criant. Lorsque Teddy Riner a perdu en 2010 au Japon pour les toutes catégories alors qu'il avait gagné les lourds, en revenant dans le taxi, on allait à l'ambassade de France au Japon pour féliciter les médaillés. Je me dis deux choses, il venait de perdre, c'était très difficile pour moi, c'est très difficile pour lui. Deux choses. La première, c'est que il faut faire la différence, sinon c'est l'arbitre qui décide pour soi. Et ça, c'est un peu une école de la vie aussi. Le pauvre, il était pour rien, hein, mais c'était l'arbitrage était peut-être mal jugé à ce moment-là, mais voilà, il n'y avait pas de différence de fait entre l'un et l'autre, et donc c'est l'arbitre qui a décidé, ou les arbitres qui ont décidé. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une chance pour ne plus perdre après derrière, ce qui a été le cas pendant je ne sais plus combien de combats. Voilà, donc l'échec est une opportunité. Une fois que c'est fait, ça ne sert à rien de pleurer. Qu'est-ce que ça va faire avancer ? Donc, c'est une opportunité pour débriefer déjà de l'échec. À quoi ça pourquoi ? Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça n'arrive plus ? Ça peut être changer l'environnement, changer les équipes, modifier des choses. À quoi ça va servir au collectif aussi ? On parle de sport qui est très individuel, mais dans le monde de l'entreprise, l'échec peut aussi être très utile en transversalité. Souvent, l'échec reste au niveau du service. Si on n'ose pas en parler, on est montré du doigt, alors que cet échec-là, il est très riche pour les autres services de l'entreprise. Et au contraire, il faut le mettre en avant, presque comme une victoire. Et puis, en même temps, se dire que ça fait partie de la vie. Et heureusement, et c'est comme ça qu'on progresse. Complètement. Tu l'as évoqué, tu deviens également donc ensuite référent individuel pour Teddy Riner, puis d'un autre champion également, Romain Grosjean. On vous voit ici. Ah oui. Quand on entraîne notamment à ces niveaux, finalement, est-ce qu'on peut entraîner dans peu importe le sport, parce qu'on a compris le sous-jacent lié à ça, c'est-à-dire la performance et tout ce qu'il y a autour? Alors, je vais au-delà de ça. Juste une petite parenthèse. J'ai rencontré Romain quelques mois avant les Jeux Olympiques de 2012, et alors que j'étais toujours le référent de Teddy. Et je crois beaucoup au lien social qu'apporte le sport. Et ce jour-là, il y avait le président de la République, François Hollande, qui venait nous voir. Il était peut-être déjà dans la pièce, et où je devais présenter les équipiers de judo à François Hollande. Et donc, j'ai invité Romain pour qu'il connaisse Teddy, qu'il connaisse le président et qu'il connaisse les autres judokas. Parce que Romain est un passionné de judo. J'ai fait découvrir le judo et il a beaucoup aimé ça. Et ça a quelque part aussi peut-être dédramatisé l'enjeu de la course, notamment au moment des départs. Je ne sais pas, après je ne rentre pas dans les détails. Donc pour moi, c'était un moment fort parce que je les ai fait se rencontrer. Fait rencontrer deux mondes qui, à aucun moment, devaient se rencontrer, le monde de la Formule 1 et le monde du judo. Et donc, je suis très fier de ça. Après, est-ce qu'on peut transposer ? Bien sûr, on retrouve toujours les mêmes choses parce que c'est de l'humain. L'humain, il est identique partout où on se retrouve. Il faut juste avoir un peu de bon sens pour gérer les choses différemment. J'ai préparé physiquement pendant 4 ans l'équipe de France de patinage artistique, alors que je suis un fils de paysan plutôt rustre, qui vient d'un sport plutôt rustre. Mais ça a été une expérience pour moi incroyable avec des gens magnifiques. J'ai fait se rencontrer les danseuses du Moulin Rouge que j'ai fait venir à l'INSEP avec l'équipe de France de patinage artistique, qui après, je les ai amenés au Moulin Rouge où on a mutualisé des entraînements. C'est des moments forts de ma vie avec des gens formidables qui ont fait des exercices un peu associés au judo aussi, sur les portées, notamment en couple. J'aurais jamais vécu ces choses-là si j'avais pas lâché la main du passé en 2012. Donc décider, c'est gagner. Il faut se reconstruire derrière. Mais quand on a un projet, on arrive toujours à s'enrichir encore plus dans la deuxième vie ou la troisième vie. Complètement.
je vois que le collectif, ça fait vraiment partie finalement aussi de ta méthode. Tu en parles beaucoup, tu fais beaucoup référence, même là avec cet exemple. Et pourtant aussi, tu dis que le sport de haut niveau, c'est souvent très individualiste. Dans quelle mesure la puissance du collectif permet à chacun de s'élever mutuellement pour pouvoir aller chercher le plein potentiel individuel de chacun? Alors, je me permets de parler du collectif parce que j'ai été très égoïste dans ma carrière, en particulier dans les années 80-90, très, très individualiste, très égoïste. C'est tout. Je me suis ouvert aux autres à un moment donné, puis ça a marché. Donc, avec le recul et les périodes, les phases du collectif, Montbazin, Rodez, collectif, le petit groupe des juniors, dont Hugo Legrand, Teddy Riner, Cyril Marais, Michael Rémilien, Monsieur Boussiron aussi, et puis ce collectif. Et finalement, avec du recul, je me dis, oui, ok, il y a eu des champions, mais c'est ce collectif qui a amené les champions à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est cette vie du collectif qui a fait que c'était à un moment donné agréable aussi. Voilà, donc je retiens que ça. Après, dans le monde d'après, j'ai parlé de la Formule 1 très collectif, très individualiste, mais très collectif. Sachant que je peux vous dire que tout le monde se serre les coudes sur les Grands Prix. Sur les Grands Prix, c'est entre 60 et 70 personnes qui se déplacent sur chaque Grand Prix, avec à peu près les 2/3 de la richesse mondiale, parce que le pétrole et le monde automobile, je caricature, hein, mais c'est beaucoup ça. Donc on peut dire que c'est très fermé, en même temps c'est très égoïste. Mais au niveau des écuries et des usines, ça travaille comme à l'INSEP. Où les gens se serrent les coudes, sont très, très solidaires et s'entraident. L'entraide est un vrai sujet d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'esprit d'équipe dans les entreprises, mais l'esprit d'équipe, ce n'est pas un levier. C'est une aspiration, ça reste dans l'esprit, c'est volatile, mais ce n'est pas une réalisation. Et si on veut réaliser cet esprit d'équipe, cette cohésion, il faut faire se rencontrer les gens, mais aussi se faire s'entraider. L'entraide est un vrai levier très intéressant pour le monde de l'entreprise, dans le monde du sport évidemment, et je l'ai appris dans le monde du sport, parce qu'il fait en sorte de créer une collaboration entre des personnes qui ne s'aiment pas forcément et qui sont obligées de collaborer, puis se découvrent, et puis finalement, voilà, le fil de la pelote se déroule, et puis ça se passe plutôt bien à l'arrivée. Voilà, donc ça apporte une richesse quand même dans le mécanisme qui est assez intéressant. Complètement. Le collectif. Ensuite de ça, donc tu suis de nombreux champions, oui. Alors, pour le collectif, justement, parce que j'ai pris conscience de ça pendant ma carrière, mais après encore plus. Aujourd'hui, j'ai créé un outil qui s'appelle Power Team avec Aurélien Rochstein qui vient de chez Essilor, justement, puisqu'on s'est associés tous les deux pour créer de la performance collective en entreprise, rien à voir avec le sport, au travers d'un outil de diagnostic de performance collective. Et on s'est aperçu que ça n'existait pas. La performance collective en entreprise, on en parle très peu. On parle des talents. Tout est fait pour l'individu. L'entretien individuel. Les entretiens d'embauche, les entretiens de licenciement, tout est individuel. Et en fait, l'approche du collectif se fait très rarement, à part quelques team building ou des choses dans le discours, mais sur le plan pratico-pratique, quel est le diagnostic du collectif d'une entreprise? On ne sait pas. Donc, on a créé un diagnostic du collectif avec Power Team. Okay. Je referme la parenthèse. On reviendra justement sur tout ce qui est entreprise et atelier dans un instant, parce que c'est hyper intéressant de voir comment tu as transposé toutes ces compétences acquises et accumulées au fil des ans dans le domaine du sport pour le mettre désormais au service de l'entreprise également. Tu as accompagné de nombreux champions, je l'évoquais, dans différents sports très différents. Tu disais notamment le patinage. J'ai adoré ça, j'ai adoré. Et donc patinage, artistique, moto, foot, équitation, judo également bien entendu. C'est quoi le fil rouge de ta préparation, de ta méthode qui fait que quel que soit le sport dans lequel tu accompagnes, tu arrives à permettre à chacun de tirer leur plein potentiel, exceller, chercher de la performance? Bien évidemment, j'imagine avec des nuances liées à chacun des sports, mais globalement, s'il y avait un fil rouge que tu devais évoquer, ce serait lequel? TPC. TPC, travail, collectif et plaisir.
Plaisir. TCP. TCP. Je ne dis pas TCP parce que ça existe par ailleurs, donc j'ai dit TPC, travail, plaisir, collectif. Pourquoi ? Parce que en fait, le travail, c'est pas un gros mot. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui du travail, la valeur du travail. Je sais pas, c'était beaucoup présent dans les zones rurales. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, j'ai l'impression qu'on n'ose même pas trop en parler, de peur de créer des burn-out. Je sais pas. Il y a un sujet là-dessus. Le plaisir, comme on l'a dit, il faut toujours garder une notion de plaisir. Pourquoi on va au sport ? Pour la performance, peut-être dans le haut niveau, mais aussi parce qu'on aime rencontrer les gens. Aujourd'hui, je crée des séances de sport comme ça, pour des gens que je ne connais pas, que je connais très bien maintenant, finalement. La pratique sportive devient minoritaire par rapport au pot qu'on organise juste après. Et donc, la machine à café ou le moment de convivialité est aussi important. Au Japon, je me rappelle très bien, là je passe sur le haut niveau, on avait des entraînements très durs, très compliqués, puis les Japonais se retrouvaient toujours à la fin, et nous aussi finalement, on adoptait ce rituel qui est Mondo. Le Mondo, c'est on oublie ce qui s'est passé 1 heure avant, et puis on parle de plein de choses. Et le Mondo, c'est on se pose. C'est pour ça que j'ai créé des conférences Mondo interactives entre les collaborateurs, mon expérience de vie, et puis les passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Mondo, parce que on parle de tout et on échange. Et donc ce Mondo est très important, y compris dans le haut niveau, pour échanger sur plein de choses. Et c'est ce que le Japon m'a inspiré en tout cas. Après, la convivialité est un sujet également. Moi, je n'imagine pas un moment sportif sans moment de convivialité. Je le fais le dimanche matin pour des grands chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ce sont mes meilleurs amis parce qu'on a passé des moments formidables dans le sport, mais aussi et surtout dans les échanges. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je l'ai peut-être déjà oublié. Vraiment le fil rouge. Le fil rouge. Donc le fil rouge, c'est ça. Ouais. Donc alors, dans le haut niveau, il y a des particularités qui sont vraiment spécifiques, mais le fil rouge, c'est quand même le travail, le collectif et le plaisir. Ouais. Et donc, plus on va vers le haut niveau, plus on va vers les responsabilités dans le monde de l'entreprise en tant que dirigeant, moins on a de plaisir parce qu'on a beaucoup de contraintes. Et il faut veiller à garder ce plaisir qui est plus ou moins important en fonction du niveau dans lequel on se trouve. Tu identifies justement que parfois on oublie ce plaisir dans l'entreprise avec le recul. Complètement. Ouais. J'ai eu une parenthèse de ma vie dans la fonction publique et parfois je leur posais la question, mais à quoi tu sers ? Juste pour... une partie des personnes ne savaient pas me répondre parce qu'ils ne se sentaient pas utiles. Et en fait, lorsqu'on explique tout simplement et tout bêtement, et n'importe qui peut le faire, et pas forcément les DRH, c'est prendre conscience de à quoi je sers à la société. Quel que soit le poste, tu sers à distribuer des subventions, tu sers à distribuer des allocations dans les organismes, par exemple, publics, tu sers à construire des maisons. Donc, on est tous... Le monde de l'entreprise, c'est une multitude de réponses aux besoins de la société. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, il faut que les dirigeants, il faut que les collaborateurs prennent conscience de ce à quoi ils servent à la société, globalement, au-delà de l'entreprise. Donc, aller dans l'entreprise sans savoir à quoi on va servir, c'est plutôt compliqué. Les heures passent beaucoup plus longuement. Bon, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur une période qui est après Covid, qui est différente vraiment. Le télétravail, c'est formidable. Les visioconférences, c'est formidable. Mais il manque quand même la relation humaine que je ne sais pas expliquer et qu'on ne sait pas expliquer, mais qui est essentielle dans la façon dont on se sent dans le monde du travail en général. Ça vaut pour le sport également. Alors, on ne peut pas s'entraîner en visioconférence, mais on peut travailler en visioconférence. Et c'est là où est le danger. Donc, il faut l'utiliser en bon escient et utiliser tous les prétextes pour réunir les gens à un moment donné. Et imaginons justement. Et le sport en fait partie. Le sport en fait partie, c'est un des éléments que tu utilises aussi lorsque tu travailles en entreprise. Mais imaginons que
t'identifies en travaillant avec une entreprise que des gens ont complètement perdu le plaisir de travailler dans celle-ci. C'est quoi les différentes choses que tu vas recommander de mettre en place ou que tu vas mettre en place pour pouvoir recréer ce plaisir, recréer cette cohésion, recréer ce dynamisme qui fait que ça donne du sens et qui se sentent utiles réellement à l'entreprise et à la société? Alors, il y a la reconnaissance. Donc, il faut, à un moment donné, fêter les victoires dans une entreprise, même s'il n'y a pas de podium. Nous, on amène les podiums à l'entreprise, c'est un symbole fort. Dans toutes mes interventions, j'amène le podium. C'est les moments de convivialité. Voilà. Et puis, en même temps, la convivialité. Donc, la convivialité fait partie de l'entreprise. L'entreprise est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, l'entreprise, où on a la chance de côtoyer des gens qu'on ne côtoie pas. Donc, c'est d'une richesse incroyable, au-delà du métier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, il y a des gens qui sont motivés pour aller dans l'entreprise pour boire le café. C'est pas grave. Ils vont apporter une plus-value au groupe. Parce que c'est la petite blagounette du matin, ou c'est ces gens-là qui vont créer le lien. Voilà. Après, au manager de les faire progresser dans tel ou tel domaine. Mais cette convivialité doit être vraiment omniprésente, sans tomber dans des dérives de clientélisme, où on met une table de ping-pong ou un baby-foot juste pour faire plaisir. Si on le met, on l'explique et on sait pourquoi on est là. Faisons attention à ne pas infantiliser les collaborateurs, les salariés. Et il faut vraiment une pédagogie, une bonne pédagogie pour qu'ils comprennent déjà, ce à quoi ils servent, au-delà dans l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise. Et puis en même temps, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils aimeraient encore plus être là. Avec la convivialité, entre autres choses. Tu parlais du mot travail tout à l'heure, qui est un peu presque, tu disais, pas gênant, mais en tout cas mal perçu ou autre. La valeur travail, t'estimes peut-être qu'on la perd un petit peu ou autre, en tout cas qu'elle a une moins belle perception qu'elle aurait pu avoir dans le passé. C'est lié à quoi selon toi? Je sais pas. Moi, je suis issu d'une culture, d'une éducation où le travail est valorisant. Tellement bien que je suis tombé dedans quand j'étais petit et que parfois j'en fais trop. C'est ce que me dit mon épouse. Et elle a raison. Il faut s'octroyer des moments plutôt différents. Mais pour moi, le travail, c'est une valeur, c'est une estime de soi, c'est une culture. Et puis, c'est quelque part, gratification des choses qu'on a pu faire de ses mains ou en tout cas sur le projet du travail, de l'entreprise ou du sport en général. Mais voilà, pour moi, le travail, c'est positif, sûrement du fait de cette culture. Après, il doit être accompagné, encore une fois, d'une certaine pédagogie. C'est à quoi je sers, donner du sens au travail. Le sportif de haut niveau, il n'a aucun frein là-dessus, il n'y a aucune barrière, puisqu'il travaille pour lui. Le sportif de haut niveau ne travaille que pour lui. Et après, il doit profiter du collectif et en faire bénéficier aussi, mais ce n'est pas son boulot. Le jour où il devient coach, on passe à autre chose, c'est comme la reconversion. Après, dans le monde de l'entreprise, le travail, c'est aussi l'entraide, c'est tout ça. Donc, à quoi je sers? Pourquoi je le fais? Quel bénéfice j'en retire? Si vous mettez tout ça comme ingrédient dans le travail, c'est quand même pas mal. Et ça valorise ce que vous faites, plus la reconnaissance qu'on peut avoir dedans. Complètement. À quel moment tu as eu peut-être le déclic ou l'envie de transiter de la carrière sportive entraîneur à l'entreprise? Alors, j'ai eu, à partir des années 2010, j'ai eu des rêves, mais des rêves conscients. J'ai jamais été chef d'entreprise. J'ai jamais été chef d'entreprise, donc il me manque ce truc-là, parce que j'étais dans une phase de multiples expériences, de créativité, et donc comment je le fais, à part créer mon propre entreprise. Donc j'ai lâché ce que j'avais déjà pour créer mon entreprise comme un terrain de jeu, comme une rampe de lancement sur des projets pour répondre à des besoins de la société. Alors la société, parce que, encore une fois, avec du recul, on n'en prend pas conscience. Quand on est athlète, la société nous apporte vraiment beaucoup. Alors je sais que les athlètes ne gagnent pas beaucoup,
Mais on fait pas ça pour ça non plus. C'est quand même grâce à l'État, grâce à l'INSEP qui fait partie de l'État, grand établissement, grâce aux entraîneurs nationaux, salariés de l'État, grâce aux clubs subventionnés par l'État, ou les villes ou les collectivités, que je suis là, ou que nous avons tous fait du sport. Donc ça, c'est la société. La société se construit aussi au travers de l'État, sur la partie régalienne en tout cas. Et donc, je suis très reconnaissant de ça. Encore une fois, avec du recul. C'est peut-être un peu trop tard. Et depuis 2012, je veux redonner à la société, quelque part, ce qu'elle m'a donné. Donc, le sport de haut niveau, c'est bien. J'ai fait le tour. Maintenant, c'est quoi ? C'est le monde de l'entreprise, on en a parlé. C'est les personnes qui sont éloignées du sport au travers de la santé. Le sport, c'est la santé. Aujourd'hui, on fait 8 fois moins d'activité physique qu'au début du siècle dernier. Donc, il faut remobiliser les gens physiquement, ce qui mobilise psychiquement aussi. Les deux sont liés. La santé, l'emploi. J'ai créé Passeport pour l'emploi avec le chef Thierry Marx en 2016 pour justement, on était précurseurs à l'époque, on était précurseurs de l'utilisation du sport pour le retour à l'emploi. Aujourd'hui, tout le monde se l'empare et c'est très bien. Mais à l'époque, on nous regardait avec des yeux machin. Et puis finalement, on a fait une première promotion, 100% de retour à l'emploi en 12 semaines pour des CDI, pour des personnes qui étaient sans emploi et sans diplôme, sur un modèle associatif. Je dis toujours, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps à la ministre des Sports, quelque part, peu importe le support juridique, société, entreprise ou associatif, l'important, c'est l'objectif visé. Et si on peut tous s'entraider à ce niveau-là, le privé, le public, l'associatif, c'est très bien. Donc là, c'est associatif. Et donc, 100% de réussite dès la première promotion dans les métiers de la sécurité. Derrière, on a embrayé sur toutes ces promotions qui continuent encore aujourd'hui, avec une équipe formidable au bureau, dont Lydia Bouchardon, qui est la directrice générale, et qui gère ça très bien. Je suis très fier de ça, parce que le sport, le haut niveau, l'entreprise, le lien social, la santé, l'emploi. Donc, le fait de lâcher la main du passé, de quitter le haut niveau, en gardant, et très honoré de cela, les bénéfices et l'expérience que ça peut apporter. Aujourd'hui, c'est l'excellence du sport de haut niveau au service de tous. Très clair. Tu évoques le fait que depuis 2012, tu as vraiment voulu faire cette transition et redonner ce qu'on t'a offert, finalement. Alors, j'ai dit 2012, un peu plus tard. Effectivement, j'ai continué dans le niveau dans d'autres disciplines. Ouais. On va dire 2015, 2016. Est-ce que durant cette phase, il y a un événement dans ta vie qui te fait prendre conscience de différentes choses, prendre de la hauteur pour pouvoir te dire j'ai envie de redonner tout ce qu'on m'a donné? Oui, parce que alors, ma réflexion, ça a été j'amène 7 gars aux Jeux Olympiques, c'est bien, c'est génial. J'avais annoncé 3 ans avant, là c'était en 2012 pour le coup. En 2009, j'avais dit à 2 personnes de l'encadrement que j'allais quitter en 2012, mais ils ne me croyaient pas. Et puis on me dit, mais pour certaines personnes hors du haut niveau, me disaient, mais pourquoi tu quittes? Parce que t'es dirigneur, tu passes un peu à la télé, truc machin. Je dis, je ne vis pas au travers des athlètes. Et 2, j'ai des projets, donc derrière, il faut construire. Et puis en même temps, je me suis dit, je suis utile sur une toute petite partie de la société qui est le haut niveau. J'ai fait le tour. Maintenant, le sport est un spectre beaucoup plus large que ça. Et je vais être encore plus utile, beaucoup plus utile à la société au travers de l'excellence du sport de haut niveau au service de tous. Alors, j'ai créé en 2018, j'ai eu une pensée la nuit du 30 août au 1er septembre 2018, en me disant, pour aller plus loin, je vais créer le sport mobile. Le sport vient à vous, donc j'ai créé le Shisen Sport Truck. C'est le leader du sport mobile aujourd'hui, pour aller partout, amener le sport partout, près des publics éloignés, sortir les jeunes de la cage d'escalier en pied d'immeuble, en mettant des terrains de sport avec des sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, on travaille énormément avec cet outil dans les entreprises. C'est encore, on est sur l'ultra-mobilité du sport, qui est vraiment très intéressant. Donc, l'entreprise qui est une TPE, qui s'appelle Sport Management System, TPE, mais ultra agile, ultra mobile, moi ça me va très bien. Ouais. Parce quand on a un rêve la veille, on le crée le lendemain, et puis ça marche pas, c'est pas grave.
on fait autre chose. Mais au moins, on est utile dans ce qu'on fait, on répond à un besoin de la société. Et justement, cette entreprise, ce qui est aussi intéressant, c'est que plutôt que de créer une boîte en partant de zéro, tu as racheté cette entreprise. Pourquoi ce choix spécifiquement? C'est pas anodin? Non, c'est pas anodin parce que j'intervenais déjà pour cette entreprise et puis je me disais que c'était trop limité. C'était le haut niveau essentiellement. Et donc, il fallait aller plus loin là-dedans. Et donc, c'était intéressant d'avoir déjà un socle pour le faire évoluer. Et puis après, hop, tout s'est enchaîné avec une petite équipe très sympa. Aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est génial. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent, qu'est-ce que tu proposes exactement aujourd'hui au sein de cette entreprise? Alors, pour commencer par les prospects, il y a 4 types de prospects. Prospect principal, 60% du chiffre d'affaires, le monde de l'entreprise. Team building, accompagnement, conférences mondiaux, accompagnement sur la partie management. Ensuite, les collectivités locales, territoriales. Sport en pied d'immeuble, sport en mairie, sport en sortie de station de RER ou de métro en particulier pour Paris 2024, parce qu'on va beaucoup intervenir sur l'extérieur pour animer des fan zones ou les places publiques, entre guillemets. Les bailleurs sociaux sur la même thématique, pied d'immeuble, c'est-à-dire dans les quartiers politiques de la ville, mettre du sport pour créer du lien social, du lien. Et on connaît les difficultés aujourd'hui des quartiers politiques de la ville. Et le sport est un lien intéressant pour les bailleurs sociaux parce qu'il crée quelque part la connaissance de ceux qui se croisent tous les jours sans se parler. Et bien, au travers du sport, ils se parlent, ils viennent boire un café au camion. À côté, il y a les enfants qui jouent avec des adultes. Il y a de l'intergénérationnel. Les jeunes qui sont dans la cage d'escalier viennent voir. Et derrière, ça crée ce lien social qui, pour les bailleurs, est de l'or en barre, puisque les gens se connaissent mieux, se respectent mieux. On le sait bien, hein, ça fait. On tolère mieux le voisin qui fait du bruit si on le connaît bien que si on le connaît pas. Voilà, c'est exactement ça. Et puis l'État, puisqu'on a travaillé. Alors, on a été sélectionné à l'Expo universelle de Dubaï en 2022 en tant que innovation éco-responsable sportive. On était les seuls représentants du sport français à l'Expo universelle. Et puis là, on rentre de Bahreïn où on était à la demande du gouvernement de Bahreïn et à la demande de l'ambassade de France à Bahreïn. On a été faire la promotion de Paris 2024. D'accord. Dans les lycées, dans les malls, dans les quartiers, voilà, un peu partout. Donc, l'État aussi, avec les quartiers, les quartiers d'été, puisque le président Macron a testé notre dispositif aussi en 2022. Après, on a fait les quartiers d'été dans tous les quartiers politiques de la ville les plus fermés et reculés de France pour animer cela pendant le Covid. C'est 2021 ou 2022. Voilà, donc bailleurs sociaux, État et collectivités, et puis lycée aussi. On fait des journées d'intégration à la rentrée pour des lycées. Lycée Champlain, par exemple, à Champigny, Chenevière-sur-Marne ou à Melun également, dans les quartiers nord. Voilà, pour que les gens se connaissent au travers du sport avec des ateliers divers et variés, un peu plus olympiques cette année, mais parfois des mêlées de jeux et de sport. Parce que le sport n'est pas forcément attractif pour tout le monde, et en particulier dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a adapté notre offre dans l'entreprise pour qu'il y en ait pour tout le monde. Le sport, oui, mais il y a aussi des jeux de société, des jeux de stratégie. C'est pour ça qu'on a une offre sport et stratégie, pour que tout le monde s'y retrouve au même moment de convivialité et se mélange. L'attractivité, je pense que c'est hyper important, notamment par le fait que tu évoques le fait que le gain de performance passe beaucoup par le plaisir. On l'a plusieurs fois évoqué dans le cadre de cet échange, mais dans le sport comme dans l'entreprise, comment faire pour remettre du plaisir là où il n'y en a plus forcément? Outre la partie trouver du sens et l'utilité dans ce qu'on fait au quotidien. Ça passe par là. Ça passe par là dans un premier temps. Et puis, il faut de l'innovation. Il faut innover. Il n'y a rien de pire que la routine. La routine, vous cassez un service, vous cassez un groupe avec la routine. Il n'y a plus de motivation à un moment donné et vous le savez. Et donc, dans le haut niveau, on parle de surentraînement ou de routine d'entraînement.
dans l'entreprise, c'est pareil. Si à un moment donné, vous ne cassez pas le rythme par des moments plus intenses ou moins intenses, ou des moments décalés, ben, la routine s'installe. Et là, il faut se poser des questions. Mais lorsque le mal est fait, c'est un peu trop tard et c'est très difficile de revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'il faut faut créer des moments particuliers. Il faut créer des moments décalés. Il faut surprendre, choquer un petit peu parfois. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Et puis finalement, c'était super. Voilà, donc il faut être innovant constamment. Aujourd'hui, on est dans une société plus consommatrice que dans les années 80 ou 70 où les gens suivaient les règles et les respectaient. Aujourd'hui, on a accès à l'information. Tout le monde a accès à l'information, donc on est beaucoup plus consommateur. Et il faut que ça tourne un peu plus vite. Et donc, cette innovation managériale, elle doit tourner un peu plus vite aussi pour éviter cette fameuse routine. Il n'y a rien de pire que la routine. Et justement, tu l'évoques aussi, sans plaisir, il n'y a plus de créativité. Tu parles d'innovation. Pour l'innovation, il faut de la créativité. Comment réussir à remettre de la créativité, remettre du dynamisme, remettre tous ces éléments qui créent du progrès lorsque, par exemple, on a une boîte qui, malheureusement, n'est plus viable économiquement. Tu vois, c'est pas forcément la priorité parfois quand tu dois absolument réussir à t'en sortir. Mais finalement, c'est contre-productif parce que c'est exactement ce qui va permettre potentiellement de réussir à s'en sortir. Alors, la question est complexe. Si je fais un résumé, en fait, la créativité est quelque part exponentielle, boostée par la fraîcheur psychologique, mentale, physique, évidemment, mais il faut de la fraîcheur. Si vous n'avez pas de recul, de fraîcheur, de moment de déconnexion, vous n'aurez pas de créativité. Trop de personnes culpabilisent de lâcher un petit peu et de prendre du recul parce qu'ils se disent si je ne suis pas né d'un guidon, on va me prendre ma place ou je serai moins performant. Ce n'est pas vrai. Il faut prendre du recul, il faut prendre la hauteur, avoir des moments de déconnexion pour avoir de la créativité. Et ce n'est pas parce qu'on a une offre qui fonctionne depuis 30 ans, 10 ans, 5 ans, qu'elle va continuer à fonctionner. Il faut avoir le coup d'après. Sportif de haut niveau, quand je descends du podium, j'ai déjà mon objectif suivant. Donc, c'est l'ADN des super champions. Le super champion, il ne va pas fêter sa victoire pendant 3 ans. J'ai connu des gens qui étaient champions olympiques par surprise, je ne vais pas citer leur nom, et qui ont fêté leur médaille pendant 3 ans. 3 ans? Oui, jusqu'aux prochains Jeux olympiques ou qui n'ont pas participé. Donc, voilà, il ne faut pas s'enterrer avec son propre succès. Donc, il faut faire attention à ce qui fonctionne aussi et autant que ceux qui ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne va pas fonctionner demain. Donc, il faut avoir une vision. Comme disait Philippe de Villiers dans son livre, il faut avoir une vision. Ce n'est pas la vision de lendemain après-midi. C'est la vision globale. Donc, la vision, comment évolue la société, de quoi elle a besoin. L'offre doit être en perpétuel mouvement. Et l'offre d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Après, il y a la transformation numérique, évidemment, qui est importante, dont certaines entreprises familiales n'ont pas pris encore l'enjeu, et ça a failli d'ailleurs coûter cher. Mais il y a tout ça, le temps présent, la vision, essayer d'anticiper ce qui va se passer, prendre du recul, de la hauteur pour avoir ce grain de folie, cette prise de risque qui fait qu'on va innover constamment, tenter des choses pour qu'on sache pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché, puisque c'est quelqu'un qui l'a décidé de toute façon. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que ça crée de l'enthousiasme aussi. C'est excitant de tester des dispositifs innovants qui n'existent pas et qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, mais on en a 2 derrière qui sont dans les bacs et qu'on va sortir de toute façon. Ouais. Et ça, quand on est dirigeant, qu'on a les mains libres quelque part, l'entrepreneuriat est quelque chose de formidable. Complètement. Depuis tout à l'heure, on évoque le fait que l'humain, c'est important, le collectif l'est aussi dans la performance sportive. Dans l'entreprise, il l'est d'autant plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remote. Depuis notamment le Covid, c'est devenu très, très, très populaire.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une entreprise qui est majoritairement en remote pour pouvoir quand même amplifier cet esprit collectif, cet esprit d'équipe au sein de ses équipes sans pour autant pouvoir se voir physiquement? C'est assez compliqué. On arrive à faire des choses à distance, y compris à visio. On l'a fait avec engagement et performance, notamment. J'en parlais tout à l'heure avec Power Team et Aurélien Rochstein et Fauzi également. Mais c'est compliqué. Alors, il y a plusieurs, il y a des choses qui peuvent se mettre en place aussi individuellement, chez soi, des services notamment. Je sais qu'il y a des entreprises mettent en place des services pour les salariés chez soi. Ça peut être la garde d'enfants en passant par la restauration, mais quelque part, ça crée pas du collectif. Des moments de partage décalés en ligne, ça fonctionne partiellement, mais ça fonctionne, c'est mieux que rien. Mais il n'y a rien de tel que le physique. Pour des questions scientifiques que je ne maîtrise pas aujourd'hui, qui sont essentielles. Là, je vous regarde dans les yeux. Si je vous regarde dans les yeux au travers d'une caméra, je pense qu'on n'aura pas la même relation et qu'il y aura quelque chose de physiologique qui n'est pas identique. Vous savez, les commerciaux vous le diront, quand on tape sur l'épaule du client, c'est 5% de plus de chiffre d'affaires en fin de journée. Bon, bref, c'est des petites choses comme ça qui sont avérées, mais qui sont difficilement explicables. Voilà, mais on peut faire des choses décalées. Moi, j'ai fait des conférences en ligne avec des échauffements physiques en ligne avant les conférences, parce que je fais toujours un peu de remobilisation, quelle que soit la tenue d'ailleurs, y compris en tenue Chanel pour les dames. Mais voilà, faut avoir des idées également, des innovations. Ça évolue beaucoup aussi au niveau des plateformes. Les plateformes évoluent aussi. On peut créer des ateliers en salle avec des ateliers de co-développement en équipe, en ligne, mais encore une fois, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises reviennent au galop sur les séminaires. Complètement. Qui marchent du feu de Dieu. Et en parlant de séminaires, de conférences, tu parlais du fait que tu mettais en mouvement ou autre. Tu as un petit rituel en début de conférence. Tu peux nous en dire plus justement sur ce petit rituel? C'est la remobilisation. Ouais. Il n'y a rien de pire que, au bout d'une demi-journée de séminaire, vous mettiez un PowerPoint de plus à l'Assemblée. Ils sont tapés 4 heures de PowerPoint le matin. Là, vous leur mettez encore un PowerPoint, puisque dans les conférences, moi, dans mes conférences, je mets des photos. Je ne mets pas plus un titre et une photo, et j'explique après. Et je fais vivre le moment, et je fais venir les gens sur la scène. J'amène des objets, réels de l'époque. Okay. Très particuliers, historiques. Et puis, je fais participer les gens. À la fin, on fait une démo, sportive aussi ou pas, ça dépend du timing qu'on a, où on fait participer les gens également. On fait des ateliers de mise en confiance également, où on se positionne et on prend appui sur l'autre. C'est tout un symbole de dire vous devez vous reposer sur vos équipes. Je l'ai entendu, c'est bien, mais quoi? Moi, je les fais travailler ensemble en déséquilibre et ils se reposent réellement physiquement les uns sur les autres. Et ils travaillent ensemble, ils collaborent. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, ce sont des conférences vivantes. Après, il y a aussi la partie qu'on appelle Faites vos jeux. Donc, Faites vos jeux, c'est un concept que j'ai créé entre une pratique sportive ludique, quel que soit l'espace de l'entreprise, en indoor ou en outdoor. On a été nominé aux EcoSport Awards parce qu'on utilise toujours les espaces existants. On ne crée pas de gymnase, on ne crée pas de salle de sport. Donc, dans un espace très réduit, on met des corners d'activités qui mêlent le sport et le jeu, avec des challenges. Et c'est là où c'est très intéressant parce que ça mêle le corps et l'esprit. On en fait un demain à l'INSEP pour une grande entreprise électronique que vous connaissez bien, qui est partenaire des jeux d'ailleurs. Et donc, c'est ce mélange-là qui fait que ça enrichit les gens parce qu'ils se rencontrent. Le sport, à la limite, on s'en moque, c'est pas le sujet, mais c'est le levier qui est intéressant pour faire se rencontrer les gens, collaborer physiquement ensemble et intégrer cela et le transmettre après à ses équipes. C'est tout ça l'intérêt des séminaires avec ces ateliers. Donc, renforcer la culture, se rencontrer, échanger, faciliter le contact, augmenter la confiance
qu'on a dans ces équipes, etc. Tous ces bénéfices indirects finalement qui sont utilisés grâce au levier du sport. Grâce au levier du sport, à partir du moment où on a le mode d'emploi, c'est-à-dire que là, il faut expliquer, la pédagogie, c'est pas juste tu pratiques et puis amuse-toi bien et on se retrouve dans 1 heure. Non, il faut le faire vivre, il faut l'animer, il faut le commenter, il faut faire sortir des anecdotes. Alors, au niveau de la conférence, ça se fait évidemment, mais dans les team building, il faut aussi, parce que les team building sont aussi animés par des sportifs de haut niveau, dont je fais partie, et on met en place des anecdotes aussi pendant les... Et il y a des quiz aussi sur des questions, dans des moments où les gens sont concentrés. Vous savez que la performance, elle est très particulière entre le moment où je suis stressé et le moment où je ne suis pas stressé. Alors, j'avais un jeu à l'époque, ça me fait penser à ça, à l'INSEP, avec ma petite équipe. Je leur faisais réviser la table de multiplication pendant l'entraînement. Et donc Pierre Thomas, qui était le référent à l'époque des études à l'INSEP, était très content de cela. Alors, je leur mettais le cœur dans la bouche, comme on dit. D'ailleurs, je me faisais monter le cardio. Et ensuite, je posais la question 8 x 9, 7 x 6. Donc, la table de multiplication qu'ils connaissaient au repos, ils ne la connaissaient plus. Et je reproduis ça dans certaines opérations. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'on perd énormément de ses capacités dans les moments de stress. Et comment faire baisser le stress ? Il faut pratiquer. Il faut s'habituer aux gestes techniques. Il faut s'entraîner. Je dis toujours aux collaborateurs, aux managers, entraînez-vous. Pourquoi ? Parce que dans les moments difficiles, vous allez retenir, vous allez automatiser certains gestes et vous n'aurez pas le temps de vous poser des questions sur ce que vous ne mettez pas en place automatiquement. Dans un combat de judo, si vous connaissez les techniques par cœur, elles vont sortir toutes seules, entre guillemets. Vous n'allez pas apprendre la technique pendant un combat sur une finale des Jeux Olympiques. Donc ce sont les automatismes qui prennent le pas, principalement. Et après, il y a des moments de réflexion, mais ils restent minimes. C'est l'entraînement qui fait que vous mettez de côté, vous n'avez pas à réfléchir à certaines choses. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour le monde d'entreprise parce que je parle d'entraînement quand je parle au manager ou au directeur, d'entraînement pour répéter des choses qu'on fait régulièrement pour ne plus avoir à y penser dans les moments difficiles et auquel cas on peut se concentrer sur le reste. Donc, le stress diminue beaucoup la capacité intellectuelle et physique, surtout intellectuelle d'ailleurs, dans ces moments-là. Et ça vaut pour tout le monde. Complètement. Dans tout ça aussi, la solidarité, elle est clé. Dans le collectif, c'est vraiment les équipes au global. Ça représente souvent énormément de personnes. Et pourtant, des fois, les managers ou les dirigeants, c'est seulement un petit échantillon de l'ensemble de ces personnes. Quel est leur rôle en tant que leader dans le collectif, selon toi, pour pouvoir mener à bien les opérations et faire en sorte d'élever au global l'ensemble des individus ? Décider. Prendre la responsabilité, mais faire en sorte que tout le monde est responsable de l'autre. C'est-à-dire que quand on est manager, on ne doit pas prendre sur ses épaules tout le mal du monde, quelque part. C'est-à-dire toute la responsabilité de la relation humaine. Trop souvent, les managers s'épuisent parce que parfois, ils ne responsabilisent pas assez leurs équipes. Quand ça ne va pas, on se retourne vers le manager. Encore une fois, je vais revenir sur un fonctionnement à la japonaise que je réitère à tout le temps. C'est jamais la faute de l'autre. Donc, quand on a un effectif dans un service qui s'est produit un échec, souvent on pointe du doigt celui qui a commis la faute. Or, si vous responsabilisez tout le monde, y compris en dehors du manager évidemment, mais avec le manager aussi, là vous dites tiens, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait pour l'aider et faire en sorte que ça se passe bien. Donc à partir du moment où on responsabilise les gens sur la performance des uns et des autres, collectif mais aussi individuel, l'individuel dans le collectif, forcément ça responsabilise tout le monde et peut-être le manager va pouvoir quelque part se détacher de ce fonctionnement-là. Le problème, c'est que, on voit dans DRH, les DRH ont beaucoup de fonctions et c'est difficile. Mais pour d'autres fonctions,
le fait de rendre tout le monde responsable de l'autre, ça oblige à autoréguler le groupe et créer de la performance collective et du fonctionnement également collectif. Donc on est tous responsables de l'autre quand on est dans une équipe et on est tous responsables de la performance de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait pour l'élever davantage que dans la position dans laquelle il est? Et de toute façon, s'il y a une victoire, et à partir du moment où on a l'habitude de fêter les victoires, on sait que s'il y a une victoire pour lui, ça va retentir sur l'ensemble. Voilà, complètement. Il faut switcher un peu là-dessus. Et donc, le manager s'en retrouvera évidemment un peu déchargé aussi de toutes ces contraintes-là, et puis avec un groupe qui fonctionne pas en autonomie, mais un peu plus en autonomie. Dans l'entrepreneuriat, on sait à quel point c'est important de recruter les bonnes personnes, recruter des talents. On parle souvent de A-player. Tu évoques aussi le fait qu'il ne sert à rien de recruter des talents si le collectif n'est pas bon. Je te rejoins parce que finalement… J'ai dit ça. Ouais, mais c'est possible. Mais je te rejoins parce que finalement, la performance globale du groupe, elle est nivelée par le bas, par l'élément le plus faible du système dans le maillon. Est-ce que tu peux développer aussi ce point-là? Alors, le recrutement, c'est un sujet… Alors, je ne suis pas spécialiste du recrutement. Ouais. Je dis ce que je pense. Après, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je crois beaucoup aux soft skills. La démarche. Les gens qui ont, à un moment donné, fait des choses parce qu'ils ont été contraints et puis ils ont une expérience supplémentaire. Les gens qui sont à l'heure ou qui ont la volonté, en tout cas. Les gens qui ne se reposent pas sur la faute des autres. Voilà, donc, alors, je sais que l'entretien est important, mais nous, chez Passeport, on les passe à la moulinette du sport pour les recruter. Au travers d'un outil, encore une fois une innovation, qui s'appelle EvaCops, évaluation des compétences. C'est le seul outil en France et sûrement au monde qui permet de cartographier les compétences des candidats pour les recruteurs. Avec des diagrammes, au travers d'ateliers de sport. Pourquoi au travers d'ateliers de sport? Parce que sur un entretien, je peux vous raconter ce que je veux. Quand on les met en situation, par équipe, qu'on donne des rôles à chacun, qu'on leur fait faire des activités, qu'on voit le surpassement, qu'on voit l'entraide, on voit tout ça dans les ateliers de sport. Et donc, au travers de cela, on voit qui est qui, vraiment, et pas qui j'aimerais être et qui je ne le suis pas. Ouais. Je viens à un entretien d'embauche en tenue correcte, et puis le lendemain, une fois que je suis pris, je viens avec des jeans troués. Bon. Là, c'est une image que je vous dis, mais au travers du sport, le spectre de la personnalité est très révélateur. Et c'est pour ça que EvaCops, aujourd'hui, fonctionne très bien chez Passeport pour l'emploi pour recruter les personnes au travers d'ateliers de sport et en tirer la quintessence, notamment en particulier des soft skills, des qualités douces, la relation humaine, le surpassement de soi, l'entraide, la concentration. Voilà, si quelqu'un n'est pas concentré, on ne va pas lui donner un métier de couvreur. Il va tomber du toit. C'est des choses ou pour des métiers du numérique, des personnes qui ne correspondent pas. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le sport est très révélateur de la personnalité des gens, du fonctionnement, notamment en groupe. Hyper intéressant. Tu l'évoquais tout à l'heure rapidement avec le chef Thierry Marx. Vous aidez aussi des gens qui ne sont pas forcément dans le domaine du sport, qui sont même éloignés du domaine du sport, et de l'emploi aussi. Pourtant, ça marche bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer ce que vous faites? Oui, Passeport pour l'emploi, donc EvaCops, c'est évidemment le retour à l'emploi des jeunes. Créé en 2016, première promotion 2017, 100% de retour à l'emploi, 12 semaines. Sur combien de participants? Sur des promotions qui sont entre 15 et 20 personnes. Aujourd'hui, on a créé à peu près 900 ou 1000 emplois ou retour à l'emploi avec des partenaires entreprises, évidemment. Je vais citer EDF Île-de-France, je vais citer la Ville de Paris, je vais citer RATP Habitat, les métiers de gardien d'immeuble. Et oui, le sport crée des vocations dans les métiers de gardien d'immeuble, dans les métiers de la sécurité, GPSR, notamment RATP, chez EDF également, et d'autres, Toron, etc. Métiers de la sécurité. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment très intéressant.
Alors, pourquoi on met du sport? Déjà pour le recrutement, la motivation, toute la partie soft skills, et puis aussi de la formation, puisque le sport vient en parallèle avec la formation de base, qui est obligatoire évidemment, la qualification de base. Et puis le sport leur donne de la confiance. Ils font toujours la différence à la sortie avec les autres qui n'ont pas été sportifs, pour des personnes qui n'ont jamais fait de sport. Et tout l'intérêt est là. Convaincre des sportifs de pratiquer du sport, ça ne m'intéresse pas. Par contre, faire pratiquer du sport à des gens qui n'ont jamais fait de sport ou qui ont arrêté le sport, reprendre de l'activité sportive, ça m'intéresse. Et c'est ce qui se passe. Et au travers de ça, les hommes et les femmes, et surtout les femmes, reprennent conscience à elles, mais à une vitesse grand V, plus le CDI qui les attend au bout de 12 semaines. Et ça, pour moi, ce sont mes nouvelles médailles aujourd'hui. Ça, c'est associatif, je suis bénévole pour Passeport pour l'emploi, mais c'est une association qui fonctionne professionnellement, très professionnelle, avec les entreprises et tous les partenaires dédiés. Donc, j'aurais jamais cru un jour faire du retour à l'emploi pour des personnes qui sont sans emploi, sans diplôme, grâce au sport. Et le fait d'avoir quitté ce que j'ai fait m'a permis de faire ça aujourd'hui. Et on l'a évoqué aussi dans cet échange, mais un des éléments que tu évoques et que tu partages et que tu essaies de transmettre à ces personnes, c'est la prise de risque notamment, la confiance en soi, la prise de risque. Comment également dans le domaine, on l'a vu dans le sport tout à l'heure, mais dans le domaine de l'emploi, tu permets aux gens de faire prendre du risque, mais de manière réfléchie pour pouvoir aboutir à leurs objectifs de réinsertion professionnelle, par exemple? Après, si je prends l'exemple de parcours, on fait faire des parcours qui s'appellent Enigmarius, qui sont des parcours, par exemple, sur une base de bâtiments publics institutionnels, pour des jeunes qui n'ont jamais eu la connaissance de comment fonctionne la République. Parcours dans Paris, ils doivent aller visiter les bâtiments, ils doivent trouver au travers d'énigmes ces bâtiments-là et répondre à des questions en ayant des rôles managers pour certains. À un moment donné, ça change. D'autres sont plutôt techniciens et d'autres managers, avec des options, plusieurs options de parcours. Et la prise de risque, c'est celle-là. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je pense que, au regard de la première partie du parcours, il vaut mieux passer par le Marais plutôt que de passer par Notre-Dame. Voilà, et ça s'engueule. Et si on voit si le manager prend sur soi la décision ou pas à l'arrivée aussi. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très révélateur. On fait ça aussi pour les entreprises. Mais voilà un exemple de prise de risque. Après, on ne va pas faire prendre plus de risques que ça à des gens qui ont déjà pris beaucoup de risques dans leur vie. Voilà, mais la prise de risque est vraiment intéressante. Je me rappelle de ma maman, Renée, qui avait des frissons à chaque fois que je montais sur une moto dans les routes aveyronaises, les côtes de Figeac, etc., où je commençais un peu mon expérience de pilote. Et donc, j'ai toujours expliqué que, en fait, quand on allait au-devant du risque, c'est là où on avait le moins de chances qu'il arrive quelque chose. Et je pense que j'ai eu raison pour une fois. Je pense que j'ai raison parce que quand on prend le risque, on maîtrise le risque. On s'entraîne au risque et on sait qu'il est là. Il n'y a rien de pire de ne pas savoir que le risque est là. Et l'effet de surprise est plus important en fait que le risque, et la pénalité arrive de suite. Voilà. Donc dans le risque, il y a le fait de maîtriser davantage le risque. Dans le pilotage, on connaît bien ça, notamment en moto. Et puis dans le risque, on sait aussi que c'est une prise de décision. Et on sait pourquoi ça marche. On sait pourquoi ça marche pas. J'aurais pas pris le risque de mener ce groupe en 2004 jusqu'à 2012. Pour certains, il ne se serait rien passé. Ouais. Donc ça aurait ronronné un petit peu et puis il y aurait eu des médailles, mais je n'aurais pas compris exactement pourquoi. Donc c'est assez stimulant et gratifiant. Moi j'adore la prise de risque, rationnelle évidemment. Mais la limite, c'est comment ne pas faire prendre des risques aux autres, surtout. C'est le plus important. Complètement. Mais qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Et pour continuer sur des maximes ou des devises, tu as une devise, c'est décider, c'est gagner. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente une reconstruction. À chaque fois que j'ai quitté, j'ai dû me reconstruire. Je suis reparti de zéro, salaire parfois.
sportivement pour une autre fois, professionnellement pour d'autres fois, tout en ayant, en tout cas sur l'interprétation, eu l'impression d'avoir dépassé le niveau auquel j'étais avant. C'est-à-dire, on dit chez nous à la campagne, reculer pour mieux sauter. C'est exactement ça. On dit décider, c'est gagner. La décision de lâcher. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de lâcher quand on est au plus haut. jamais au plus bas où on finit dans un placard doré, frustré, évidemment, même si on gagne bien sa vie. L'argent n'est pas une valeur, la valeur n'est pas dans l'argent. L'important, c'est ce à quoi on sert le projet et qui on sert aussi également, et pourquoi on le fait. Donc, c'est se reconstruire. Pour moi, décider, ça a été toujours une reconstruction, avec un environnement familial favorable, heureusement, mais toujours des reconstructions successives dans des domaines différents, complètement différents. Et c'est ce qui m'a enrichi, je pense, et ce qui me permet de vous parler ce soir de plusieurs choses. C'est assez intéressant quand tu dis je recommande aux gens de lâcher ou d'arrêter quand tu es au plus haut. C'est un peu contre-intuitif. J'imagine que c'est lié à des expériences passées concernant, voyant des gens autour de toi. Est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet ? Oui, parce que c'est bien de gratter encore un peu plus. Je vais reprendre l'exemple que connaît tout le monde et c'est pour ça que je le cite. Je suis désolé de revenir toujours, enfin pas toujours, mais de temps en temps là-dessus. Quand les parents de Teddy m'ont fait confiance pour l'amener au plus haut niveau, je leur ai dit voilà, il sera champion olympique. Je me rappelais de ce que mon prof m'avait dit aussi à ce moment-là. Benoît ira aux Jeux olympiques. Et donc c'était une promesse. J'ai été jusqu'à la promesse, champion olympique au plus haut. Et il était temps, quand on a fait le tour, il faut savoir changer déjà, 1. 2, c'est bien aussi pour l'athlète qui voit autre chose. Et donc c'est Franck, mon adjoint, qui a repris le flambeau très bien et j'en suis ravi. Donc voilà, faut renouveler aussi. C'est-à-dire vous pouvez être le meilleur PDG du monde, vous allez renouveler la performance 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais attention de ne pas aller trop loin non plus, de ne pas se brûler les ailes. Donc, quand vous êtes au plus haut, vous bénéficiez de votre confiance au plus haut pour faire d'autres choses et se reconstruire sur autre chose de la même façon, mais sur des choses différentes. Et c'est pour ça que je dis toujours, partez quand vous êtes au plus haut, parce qu'après, ça va redescendre peut-être. Ne cherchez pas à gratter. J'ai vu trop de carrières de champions qui avaient une aura incroyable, qui ont tellement gratté à la fin de leur carrière pour avoir une bourse de club que ils ont perdu leur dignité pratiquement. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ouais. Et puis, il y a tellement de belles choses à voir ailleurs. Et la reconversion est un vrai sujet dans le sport, comme dans l'entreprise, comme dans le monde en général. La reconversion, ça se prépare rarement pendant l'effort. On dit aux sportifs de haut niveau, il faut penser au double projet, la reconversion. Quand je suis athlète, je suis en pleine bourre, je prépare les Jeux, et que ma fédération, qui est l'organisme fédéral sélectif qui sélectionne officiellement les équipes de France, me dit tu devrais penser à ta reconversion. J'ai une lumière rouge qui s'allume en me disant il y a quelque chose derrière qui se passe. Ils sont en train de préparer la réserve pour me remplacer. Faut faire attention à ça. Il y a rien de mieux que préparer une reconversion en gérant bien sa carrière, quelque part. Dans une carrière de sportif, il y a de la compta, il y a de la gestion de médias, il y a de la com, il y a du partenariat. Alors, ce ne sont pas des métiers du bâtiment, je reconnais, mais c'est une vraie formation, avec une vraie motivation. Après, le sportif doit sortir avec un projet, c'est-à-dire avoir une ouverture d'esprit sur des projets professionnels, sociétaux. C'est pour ça que je dis souvent, j'ai rencontré Cyril Marais, Axel Clerget dernièrement, qui sont ambassadeurs de Passeport pour l'emploi. Projet professionnel, mais ça ne me regarde pas quelque part, c'est l'objet de la fédération ou de votre projet.
mais vous pouvez avoir un projet sociétal qui vous galvanise pour votre projet professionnel. C'est-à-dire, j'ai fait du sport pour moi pendant 30 ans, mais que pour moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Alors, ça paraît un peu décalé quand on sort des Jeux Olympiques ou des championnats, mais c'est tellement enthousiasmant, c'est tellement gratifiant qu'on devient meilleur sur la partie professionnelle dans tous les cas. Complètement. Merci pour cet échange et pour tout ce qu'on a pu voir ensemble, très enrichissant. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié l'animer, faites-le nous savoir. Encore une fois, en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, un commentaire sur YouTube, partagez cet épisode à ceux qui doivent l'écouter. J'ai une dernière question pour toi, Benoît. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, qui a limite créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi, que peut-être tu n'as jamais partagé, que tu n'as en tout cas pas partagé dans cet épisode? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une citation, une situation, quelque chose de positif, de moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Alors, le déclic, alors déjà, merci de m'avoir reçu. C'est une des rares émissions, podcast en tout cas, où on a le temps de s'exprimer. Donc, je suis honoré de cette chance, ce qui me laisse le temps de réfléchir pour le sujet. Alors, le déclic, non, il y a eu comme il y a plusieurs vies, il y a plusieurs déclics. Il y a eu plusieurs déclics, plusieurs phases, vous avez bien compris. Moi, ce que je retiens comme déclic, c'est le moment. Alors, il y a eu un grand moment, la F1, c'était un moment pour moi formidable. Je remercie Romain Grosjean de m'avoir fait confiance et Lotus Formula One avec Eric Boulier. Grand moment de connaissance dans la perfection et l'approche du haut niveau dans toutes ses facettes, logistique, technique, technologique, humaine, etc., etc. Voilà. Donc ça m'a fait grandir sur comment j'allais gérer la qualité, je dis bien, de mes prestations futures. Voilà. Après, passeport pour l'emploi, très clair. J'ai connu, je vais dans tous les quartiers de France, tous les quartiers où personne ne va, pour certains, amener du sport en pied d'immeuble avec mon camion que je conduis, mes terrains de sport que je déploie avec mon équipe, avec des sportifs de haut niveau qui étaient à un moment donné médaillés européens et qui sont là au milieu des quartiers. Il n'y a jamais eu aucun problème de relation avec les habitants de ces quartiers. Ça veut dire que le sport, et là c'est le déclic quelque part de la prise de conscience, le sport est un vrai message de paix et de relations humaines et de liens sociaux. Merci Benoît.